Bonjour les amis, bonjour, je suis de retour. Euh, voilà, on a été coupé parce que les personnes, une fois qu'on commence à expliquer que l'industrialisation dépend principalement de la gouvernance locale, alors ces personnes signalent massivement nos directs pour que cela puisse se couper. Je rappelle que les présentations étant sur cette page-ci, après la présentation, je vais les bloquer tous pour qu'ils ne puissent plus se livrer à ce genre d'activité. Donc, je reviens rapidement pour expliquer que j'ai déjà assez exposé sur la mise en place des méga factories ou des grandes industries industrialisantes. J'avais expliqué que les grandes industries industrialisantes ont un principe, c'est qu'avec les grandes industries industrialisantes, nous pouvons, avec les grandes industries industrialisantes, nous pouvons, j'ai pris l'exemple de la LUCAM. Si vous créez une industrie, une fonderie comme la LUCAM pour faire la fonderie du fer, de l'acier, la conséquence immédiate est que cette fonderie-là va générer de l'activité induite pour d'autres petites PME qui vont sortir, qui vont acheter les produits semi-finis, qui sont les rouleaux d'aluminium de la fonderie, et la transformer pour faire, pour faire des barres d'aluminium, pour faire des tôles, pour faire des lambris, pour faire des fenêtres en aluminium, pour faire des marmites, pour faire des emballages, pour faire beaucoup de choses. Les canettes de bière, les canettes de jus, coca en aluminium, etc. Donc, pour faire beaucoup de choses. Ça s'appelle une industrie industrialisante. Non? À partir du moment où vous faites des industries industrialisantes, voilà, ça génère un certain nombre d'activités. Maintenant, la PME, la petite et moyenne entreprise, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le deuxième mode. Je vous ai expliqué ce que c'est que l'industrie. L'industrie, ça part de l'artisanat. L'artisanat, c'est le travail à la main pour créer la richesse, mais en travaillant à la main, sans y inclure l'équipement ou l'outil industriel. Donc, on ne peut pas produire avec des grosses cadences, des grosses séries, etc. À partir de ce moment-là, vous êtes dans l'artisanat. Mais lorsque vous mettez en place la machine industrielle pour travailler, vous n'êtes plus dans l'artisanat, vous êtes dans l'industrie. Cela veut dire que dans la région de l'Ouest, les enfants de la région de l'Ouest ont quantité de métiers aujourd'hui qu'ils maîtrisent. Dans la soudure, il y en a qui sont des soudeurs, là, qui maîtrisent la soudure, par exemple, à Douala. Il y en a qui maîtrisent des métiers comme fabriquer des produits pour l'hygiène. Il y en a qui maîtrisent plein de métiers. Simplement, leur difficulté, c'est qu'ils n'ont pas l'outil industriel, le matériel industriel. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois que quand vous regardez aux États-Unis, 70% des travailleurs n'ont pas le bac. Simplement parce qu'on a mis en place un système qui leur permet très tôt de se former directement dans l'entreprise où on leur apprend directement à travailler sur une machine. Et donc, à 16 ans, il peut travailler sur une machine et suivre tout type de formation pendant 4 ans. Et à 20 ans, il est apte à travailler sur une ligne de production pendant 40 ans, de manière très performante. Même si la ligne est mise à jour, on l'update, on le fait travailler simplement sur la ligne de production. Donc, je vous ai expliqué ça. Donc, ça permet de voir, ça permet de voir, ça permet de voir que la ligne de fabrication, en fait, ça permet de voir que la ligne de fabrication, disons, que la différence entre l'artisanat et l'industrie, c'est premièrement la ligne de fabrication, donc la ligne industrielle, qui permet de travailler vite, de travailler avec des cadences et de définir ce qu'on veut faire. Ensuite, c'est l'emballage, le marketage, etc., etc., etc. Donc, c'est ça qui fait la différence avec l'industrie. Or, quand on regarde de ce point de vue, je l'ai dit même à des gens en privé, la région de l'Ouest a la capacité de créer plusieurs petites industries. Pour ne pas vous faire trop de discours dans les airs, j'ai dit la dernière fois à un ami que imagine la commune de Banjul, par exemple. La commune de Banjul dit voilà, on va s'industrialiser. Le maire de Banjul dit voilà, on va s'industrialiser. Elle dit voilà, je choisis 20 hectares de terrain
où je choisis 60 hectares de terrain, par exemple. Il y a 60 hectares de terrain quelque part dans Banjul. 60 hectares de terrain, je prends, ou 70 hectares de terrain, je prends 60 hectares, je découpe ça en 30 lots de 2 hectares. 30 lots de 2 hectares. 30 lots de 2 hectares. Donc, et 10 hectares ou 5 hectares, c'est là où on fait les aménagements, les parkings, les restaurants, les endroits où les gens peuvent prendre une douche, ce qu'on appelle les lieux de vie, voilà, etc., les contrôles sécurité, checkpoint, etc., etc. Maintenant, sur les 30 lots de 2 hectares, là, qui font 60 hectares, la mairie de Banjul peut emprunter de l'argent. Et j'ai expliqué aux gens de voir la chaudronnerie, comme a dit mon ami Fredin Gachou, chaudronnerie, soudure, bref, toutes ces choses-là, vitrerie, tous ces métiers-là, c'est des métiers qui restent des métiers artisanaux simplement parce que les gens qui les font n'ont pas la machine. Quand vous arrivez ici aux États-Unis, une vitrerie, c'est une industrie. Le gars, il achète des plaques en vitre là plein, il fait des trucs pour les fenêtres, il fait des trucs pour les hôtels, il fait des trucs pour les écoles, il fait un découpage industriel. C'est les machines qui travaillent et qui règlent en fonction des diamètres, etc., etc., etc. Ils travaillent, ils font des pauses. Ça devient une industrie. Hein. Ça devient une industrie. Parce que quand il achète la matière première de 30 000 $, quand il fait une prestation de service, au moins, il a facturé, c'est 240 000 $. Ça devient une industrie. La différence entre 30 000 et 240 000, qui est de 210 000, c'est la valeur ajoutée qu'il a créée. Il crée énormément de valeur ajoutée. Or, le problème dans la région de l'Ouest, on a 2 facteurs. C'est-à-dire que quand on me dit dans l'industrie, je dis première chose, les petits métiers que les gens de la région de l'Ouest maîtrisent. Le jour où on leur donne les machines pour augmenter la productivité, pour augmenter le rendement, pour baisser les coûts et aller vite, ces petits métiers deviennent des facteurs des industries. Moi, je me rappelle, tout petit, on avait un tonton qu'on appelait Jean-Claude, qui était cordonnier, qui réparait les chaussures, mais qui fabriquait aussi les chaussures à l'époque. Sauf que lui, ses chaussures, il les cousait à la main. Et les gens les achetaient, les portaient, ça marchait bien. On dit de lui qu'il est un artisan bottier. Mais le jour où il a la possibilité d'avoir des machines pour pouvoir fabriquer maintenant des grandes séries, peut-être 1000 paires de bottes par semaine ou d'une chaussure bien définie, travailler bien par semaine, le jour où il fabrique 1000, ça veut dire que par mois, il fabrique 4000 paires, ben, ça devient un industriel. Il a besoin d'une petite machine sur mesure. Donc, ça permet de le voir, et j'insiste encore, même s'il y a des gens qui signalent ma présentation, ça ne va pas nous décourager. J'insiste encore pour que les gens comprennent très bien. Pour que les gens comprennent très bien. Donnez-moi une minute que je fasse encore un effort de partager. Même comme ils ont signalé l'ancien. Je fasse un effort de démarrer au moins une séance vidéo. Voilà. Même s'il y a des gens qui... c'est-à-dire que faut que les gens comprennent bien. Dans notre région de l'Ouest, nous avons la capacité de pouvoir... C'est que j'ai expliqué à quelqu'un l'autre jour qui me disait, mais oui, ce que tu dis là, c'est des grosses théories. Concrètement, ça veut dire quoi? Je dis concrètement, si dans la commune de Banjul, le maire dit, voilà, j'ai 65 hectares, 50 hectares de base de vie, ça veut dire restaurant, parking, lieu où on peut prendre une douche, etc. pour tous les gens qui vont venir garer là, les transporteurs qui viennent charger, des histoires comme ça là, etc. À l'intérieur, maintenant, on a un parc industriel, il y a 30 lots de vin de 2 hectares. 2 hectares, c'est largement suffisant pour installer une usine. Je lui ai dit, dans cet endroit, il suffit que une banque comme Afriland, je l'ai dit encore, je le redis ici, vienne auprès de la diaspora et dit, voilà, nous cherchons 10 000 personnes qui vont souscrire des bons de caisse de 500 000 francs. À terme, ça fait quoi ce que j'ai dit, qui vont souscrire des bons de caisse de 1 million, 50 000 personnes. Ça fait 50 milliards de francs. Ils mettent 30 milliards dans 30 milliards de francs dans le crédit bail immobilier. Ils mettent 20 milliards dans le crédit bail immobilier. Ils mettent 20 milliards dans les zones industrielles. Et ils mettent 10 milliards dans un private equity. C'est tout.
Ça veut dire que quelqu'un qui veut lancer quelqu'un qui est comme tu disais, veut devenir un chaudronnier industriel maintenant avec les machines, tout. On dit le montant d'investissement, c'est combien? Ils disent 300 millions de francs. 300 millions de francs, 50 millions de francs, c'est le bâtiment parce que la commune de Banjul maintenant va se rapprocher d'Afriland Bank. Dit bon, voilà, nous on a besoin que vous nous supportez. Afriland Bank peut dire voilà, nous allons investir avec notre fonds d'investissement. Nous allons mettre l'argent, nous allons vous prêter l'argent. Et nous allons investir en actions dans la société qui va détenir le fonds, qui va détenir la zone industrielle. Et avec ça, le terrain étant aménagé, peut-être disons que l'investissement coûte 1 milliard de francs. 1 milliard de francs, il y a 30 lots. Ça veut dire qu'un lot va revenir à peu près à 20 millions de francs environ, quoi, peut-être un demi-milliard de francs. Un lot va revenir à peu près à 10-15 millions de francs. La commune de Banjul peut maintenant dire ça revient à 15 millions de francs. Nous voulons réaliser une marge de 10 millions. Elle rajoute 10 millions de francs, ça fait 25 millions de francs. Afriland maintenant va emprunter l'argent, peut-être les intérêts débiteurs, ça va coûter 35 millions. Sauf que les intérêts débiteurs, vous pouvez les déduire de vos impôts. Donc, ce n'est pas, c'est un jeu à somme nulle. À partir de là, le coût réel pour l'investisseur de l'acquisition d'un bâtiment, ça tourne aux alentours de 25 millions de francs. Et la banque va lui dire maintenant, avec AfriBuy, qui est une filiale, ou avec Afriland Bank qui donne le crédit, qu'on appelle maintenant les prêts hypothécaires, Afriland Bank dit, bon, ok, l'immeuble là, ça vaut 25 millions, si tu me mets 20% de l'argent, ça veut dire 5 millions, je te donne les clés, c'est des bâtiments modulables. Ça veut dire, on coule le sol, on met la charpente métallique, on élève à 3 mètres et le reste, on met les tôles et puis on met les ouvertures. Quand vous arrivez, vous mettez les bureaux, vous mettez les bureaux, vous arrangez les entrepôts de stockage, vous aménagez l'espace, il y a les lignes de fabrication, vous mettez le parking dehors, vous mettez les panneaux solaires au-dessus, c'est tout. Et le reste, l'investissement peut être financé par les crédits bail, les crédits fournisseurs, la facturage, l'accompagnement bancaire, les fonds propres de l'entrepreneur. Il met son capital social avec ses actionnaires, il y a des fonds d'investissement. Et c'est là maintenant que les fonds d'investissement interviennent dans la région de l'Ouest, qui peuvent dire, bon voilà, le fonds de la ville est capable de prendre 50 millions, ce qu'on appelle série A. Le fonds de Afriland Bank peut mettre 50 millions, série B. Le fonds régional peut mettre, bon, généralement, le fonds d'Afriland Bank va venir en dernière position. Et ça fait 50-50, ça fait 150 millions. Sur un investissement de 300 millions de francs. L'accompagnement bancaire 50, 200 millions de francs. Le prêt hypothécaire pour le bâtiment 50. Et puis le reste, c'est l'apport de l'entrepreneur. Donc avec 50 millions de francs, une chaudronnerie moderne sort de terre. Et là, les gars vont commencer à travailler avec les machines, avec les équipements. Les produits seront de meilleure qualité, les produits seront finis, les produits vont revenir moins chers, les livraisons on time, etc. Vous démarrez le processus d'industrialisation. Et là, les gens viennent voir la mairie et disent, bon, on veut s'implanter sur votre mairie. Vous avez 30 lots là, oui. Nous, on veut faire, vous voulez faire quoi, monsieur? Non, ça ne correspond pas à l'environnement. Bon, vous voulez faire quoi? Nous, on veut faire la plasturgie. Fabriquer, par exemple, des tuyaux, etc. pour la plomberie, etc. Tout le matériel de plomberie. Vous voulez vous émoindre, nous avons 2 hectares là. Vous procédez à l'acquisition. Au guichet d'une banque, vous mettez 20%, la banque vous fait un prêt hypothécaire. Et la même banque vous accompagne maintenant en vous proposant divers autres services. Elle ne paie pas. Donc, c'est des choses possibles. Ce n'est pas, je le redis encore, même si ça fait mal à des gens qui signalent le live, ce n'est pas le pouvoir central qui industrialise un pays, non. La politique d'industrialisation est d'abord une politique locale. Parce que c'est le maire et le conseil général, ou bien le maire et la région, la mairie et la région, ou la mairie et l'État local, c'est eux qui construisent les infrastructures qui permettent de démarrer l'industrie. Les micro-barrages, les parcs solaires, les parcs éoliens, les centres, les zones industrielles. C'est eux qui font d'abord ce travail. C'est après que maintenant l'État central vient avec certaines subventions, peut-être subventions pour leur permettre de construire la zone industrielle un peu plus vite. Voilà. Et je l'ai dit, en termes d'avantages, bon, c'est important. D'ailleurs, je vais aborder là-dessus. Ce qu'on appelle les avantages comparatifs. Ce que les gens doivent comprendre. Pour que vous puissiez faire l'industrie, vous devez vous appuyer sur vos avantages comparatifs. La région de l'Ouest ne peut faire l'industrialisation, ça veut dire faire sortir un tissu de PME, que si elle s'appuie sur ses avantages comparatifs.
Les avantages comparatifs, c'est lesquels? Les avantages comparatifs, c'est d'abord les hommes. D'abord les hommes. Aujourd'hui, la région de l'Ouest a un avantage immense. C'est qu'elle voit près de 6 millions de personnes natives ou originaires de là qui vivent partout dans le monde, qui travaillent, qui ont de gros revenus dans les pays comme le Canada, dans les pays comme les États-Unis, dans les pays comme d'Amérique latine comme le Mexique, le Brésil, le Chili, dans les pays comme d'Europe, comme l'Allemagne, la France, la Suisse, la Suède, la Finlande, etc. Dans les pays d'Asie comme le Singapour, le Japon, la Chine, l'Indonésie, etc. Dans les pays du Moyen-Orient comme Dubaï, le Qatar, l'Arabie Saoudite. Il y a énormément d'enfants de l'Ouest qui vivent dans ces endroits-là, qui travaillent, qui disposent d'un revenu, et ces revenus-là sont des revenus qui sont essentiels pour le financement de l'industrie. Je vais parler dans les détails, mais il y a des institutions financières qui pourraient créer, qui permettent de contourner les ratios de Bâle, qui sont des ratios, moi, à mon avis, qui pénalisent le financement de l'économie. Des fonds d'investissement, des private equity, des fonds de garantie de prêts, etc., etc. Les gens dans la région de l'Ouest ont les moyens. On a quand même des banques, on a quand même des compagnies d'assurance. Ils ont les moyens de créer des institutions privées qui permettent de mobiliser les ressources pour pouvoir. Voilà. Deuxième chose, ils ont des hommes. Autant chez nous, bon, on a peut-être 2 ou 3 écoles polytechniques qui forment les ingénieurs. Bon, ça va s'accélérer parce qu'il y a de plus en plus des institutions privées d'ingénieurs qui arrivent, surtout dans la région de l'Ouest. J'ai dit la dernière fois qu'il y en a une qui s'installe à Bangan, à Bouddha. Il y a l'Université des Montagnes qui s'est lancée aussi dans la formation des ingénieurs. Il y a une autre école qui a ouvert à Bafang, qui s'est lancée dans la formation des ingénieurs. C'est bien. Et au-delà de ça, dans la diaspora, ça veut dire à l'étranger, dans les meilleures écoles sud-africaines, les meilleures écoles allemandes, les meilleures écoles françaises, les meilleures écoles américaines, les meilleures écoles canadiennes, les meilleures écoles chinoises et autres, on a quantité d'industriels de l'Ouest qui sortent. Autre chose maintenant, au niveau de l'entrepreneuriat, on a une génération d'entrepreneurs, même si les entrepreneurs n'ont pas pu s'émanciper au Cameroun, parce que le contexte local fait que vraiment s'émanciper dans l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Il y a tellement de goulot d'étranglement qui neutralisent l'entrepreneur, mais beaucoup d'entrepreneurs originaires de la région de l'Ouest à l'étranger aussi sont de grands capitaines d'industrie et font de très bonnes choses, même s'ils n'aiment pas se montrer ou bien s'ils n'aiment pas parler de ce qu'ils font pour des raisons que nous pouvons tous imaginer. La conséquence de ça, c'est que la région de l'Ouest a aussi des capitaines d'industrie dans la nouvelle génération. Ça veut dire pour créer des startups, ça veut dire pour créer des usines, des petites usines, des moyennes usines, des usines même de taille, des méga usines, etc. Elle a les hommes, elle a le savoir-faire. Elle a les ingénieurs, elle a les capitaux, elle a les hommes. Maintenant, le problème qui manque à la région de l'Ouest, je pense que le principal challenge qu'il y a, c'est la gouvernance locale. C'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est pour ça que j'ai insisté en disant qu'il faut des symposiums. Il faut des symposiums. Ce n'est pas un crime. Il faut des symposiums. On doit avoir un symposium, même hybride, ça veut dire virtuel, réel, où on explique aux gens comment on fait pour créer des industries dans la région de l'Ouest. Il faut des symposiums. Il faut des présentations. Il faut des séminaires. Il faut des salons professionnels dans la région. Il n'y en a pas. Comment vous voulez faire l'industrie si vous n'avez pas un salon professionnel? Comment vous voulez faire l'industrie si vous n'avez pas un salon professionnel? Donc, il est temps qu'on ait des salons professionnels sur l'industrie pour que les gens viennent, ils échangent, ils partagent des expériences, ils font des formations, ils expliquent aux gens pour que ça commence à se mettre en mouvement. Ensuite, la gouvernance locale encore doit commencer à travailler pour la mise en place des institutions locales. On a eu un échec, je pense que ce n'est pas moi qui le dis, vous avez suivi Bernard Wandji qui a dit, voilà, au début, quand il avait conçu les microfinances au ministère des Finances, c'était comme aux États-Unis, on le voit. Je dis aux États-Unis, une microfinance, ça ne sort même pas de la ville. Ça tourne dans la ville. Ou on vous dit, Educator Credit Union, ça tourne seulement dans la ville. C'est présent à différents points de la ville. C'est ouvert dans tous les grands quartiers de la ville. Chez nous, on a dit microfinance, les gens ont commencé à faire des banques, on comprend. Et ça alourdit les coûts parce que entre faire les opérations à l'extrême nord, alors qu'on a un siège à Douala, alors qu'on n'a pas assez au guichet de la banque centrale, ça a commencé à compliquer les choses, ça alourdit les coûts. Ça a été là l'échec de la microfinance.
Donc, il faut redéfinir la microfinance. Et la personne qui peut redéfinir la microfinance, c'est la gouvernance locale, c'est le maire, c'est le conseil général ou le gouverneur local. C'est la gouvernance locale. J'insiste dessus. Je n'attaque personne. Que les élites de l'Ouest comprennent bien, que ça entre là, ça ne sort pas là. Il n'y aura pas d'industrialisation tant qu'il n'y a pas une gouvernance locale efficace. Je mets au défi, je vous donne la parole à quiconque vient ici dans la présentation, me démontrer un pays qui s'est développé de manière efficace. Parce que chaque région a son avantage comparatif. Je vous ai expliqué ce que c'est qu'un avantage comparatif. Quelque chose de spécifique que nous avons que les autres n'ont pas. La région de l'Ouest a une production agricole particulière. Comme a dit tout à l'heure mon frère Luc Amto, vous voyez en Indonésie, les Indonésiens, les Indiens font du basmati sur les montagnes. Le riz basmati sur les montagnes. Le riz basmati, c'est un riz qui coûte cher parce que vous ne pouvez pas le produire en France, vous ne pouvez pas le produire ailleurs, vous ne pouvez pas le produire que là-bas. Nous pouvons faire un riz basmati à l'Ouest avec un label riz basmati de appellation d'origine contrôlée de l'Ouest. Ça se vendrait dans les épiceries du monde à des prix ultra élevés. Ici, vous allez voir dans les supermarchés aux États-Unis, on dit Jasmine Rice, le sac de 20 pounds. On vous dit 22 $. Maintenant, vous voyez Basmati, on dit 80 $ ou 100 $, 5 fois plus cher. Simplement parce que c'est un riz qui est cultivé sur les montagnes. Mais nous avons les montagnes à l'ouest, donc c'est un avantage comparatif. On ne fera jamais le Basmati dans le littoral. Et nous devons utiliser les avantages comparatifs. Et qui c'est qui va mettre en place les avantages comparatifs? J'ai dit la gouvernance locale. La gouvernance locale, ça veut dire l'appareil administratif, les délégués départementaux, les délégués provinciaux, ou les délégués régionaux, mais également les élus, le maire, les conseillers, etc. Les élus doivent comprendre que leur rôle, c'est pas de dire, oh, dès que j'arrive maire là, je crée mes sociétés, moi je gagne les marchés. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est le maire qui définit la politique économique locale. C'est le maire. Il n'est pas seulement là pour faire le folklore que je vois les Limilo, la loi dit, il prend la loi dit, le comité d'exploitation communale. C'est pas ça le rôle du maire. C'est sérieux être maire. Il est là pour définir la politique locale, la politique de développement économique local. Et ça a un contenu, comme disent les anglo-saxons, ça a un contenu. Il identifie les avantages comparatifs qu'il a. Quelqu'un qui est gouverneur élu de la région de l'Ouest dans un État fédéral, il doit comprendre qu'il a la diaspora, il a du capital humain, il a des entrepreneurs, il a les capitaux, il a tout cela. Maintenant, il faut créer des tunnels. Ça veut dire qu'il faut réorganiser la microfinance au niveau local pour qu'elle reste locale, pour qu'elle ne prenne pas l'argent des paysans à l'Ouest pour aller investir dans l'import-export à Douala et collecter l'épargne des gens au marché à de Bafoussam pour aller financer l'import-export à Douala. C'est la faillite. L'argent ne tourne plus à l'Ouest, il va se balader à Douala. Et en plus, quand il est perdu, le gars, il fait faillite à Douala, une microfinance que je ne vais pas citer ici. Il fait faillite à Douala, les gens restent pleurer à l'Ouest avec leur argent qui est parti à Douala. C'est pas ça. Si elle est microfinance, elle est immatriculée à Bafoussam, elle tourne dans la région de l'Ouest. Elle fait tout pour avoir 2, 3, 4 agences à Fumban, des agences à Banjul, des agences à Baham, des agences à Bouddha, à Chang, à Kenkem, à Banja, etc., etc. Elle s'implante à l'Ouest. Elle fait plutôt venir les capitaux, les enfants qui sont partis à Douala, Yaoundé, pour irriguer l'économie de la région de l'Ouest au niveau local. C'est ça l'industrialisation. Ça commence par là. Je l'ai dit encore, il faut des institutions économiques privées. Il va falloir qu'on travaille et il y aura des lives que je vais faire là-dessus pour expliquer aux élites de l'Ouest que vous avez les capitaux, mais vous n'avez pas les institutions privées, les institutions financières privées qu'il faut pour que les capitaux vous arrivent à l'industrie. Ce n'est pas la banque commerciale qui finance l'industrie. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part au monde où la banque commerciale, j'insiste bien, finance l'industrie. Ça n'existe pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des exemples, parce qu'une fois que je vais dire, on va me dire, ah, mais tu vois tel projet. Oui, vous pouvez montrer 1 ou 2, mais vous ne pouvez pas montrer 100 ou 200. Depuis 40 ans, combien de banques sont sorties de terre? Ça n'existe pas. L'industrialisation est faite par certaines institutions financières privées. Il vous faut des fonds d'investissement, il vous faut des fonds de garantie, il vous faut des sociétés d'affacturage
il faut des sociétés de restructuration de dettes, hein, bref, debt restructuring, comme on dit ici aux États-Unis. Généralement, aujourd'hui, on combine ça avec la facturage. Parce qu'une entreprise peut avoir des retards de paiement pour éviter que ça bloque aussi ses fournisseurs. Elle peut céder sa dette de manière, bon, ce qu'on appelle ici restructuring, consolidation, etc., etc., pour refinancer et repartir rapidement, etc. Tant qu'on n'a pas ces institutions-là, on ne peut pas fonctionner. Après, il faut donner des institutions à côté, dans le transport, la logistique, etc. Mais tout ça, ce sont les décideurs locaux qui décident de ça. Ce n'est pas un décret ministériel qui décide de ça, ou une société d'État créée à Yaoundé qui décide de ça. Non. C'est au niveau local que les décideurs décident de ça. Il faut des institutions, des zones industrielles. Comment vous voulez faire l'industrie? Comme je disais hier, on discutait avec quelqu'un, il me disait, si chaque commune à l'ouest, là, chef de département, avait même seulement 40 à 50 hectares, pour dire que ça, c'est la zone industrielle. C'est que chacune de ces communes pouvait voir arriver 20 usines, 20 usines. Il y a désormais 6 départements à l'ouest. Ça ferait 120 usines. Certains bruits qu'on entend là ne sortiraient plus. Les gens viendraient plutôt voir ce qui se fait à l'ouest pour aller reproduire ailleurs. C'est possible. C'est possible. Je veux dire que, et puis il y a l'importance de l'économie, l'économie sociale, ça veut dire en l'occurrence les coopératives. Je vous explique comment ça marche. Si vous n'avez pas d'industrie, vous n'avez rien dans la chaîne de valeur. Regardez, par exemple, prenons le café. Prenons le café, parce que nos parents connaissent bien ça, ils disent le café. À l'époque du café, bon. Prenons le café. Le café, vous prenez, si on avait bien organisé la filière, on aurait les coopératives agricoles qui produisent les plants de café et les engrais. Les coopératives, je dis bien. Donc, elles sont dans la chaîne de valeur. Elles produisent, elles donnent chez les planteurs. Les planteurs font le café. Les planteurs eux-mêmes revendent, donnent à la coopérative qui fait l'usinage du café sec, met dans les sacs. Donc, on est toujours la chaîne de valeur toujours dans la région de l'Ouest. Elle transfère maintenant une unité de torréfaction qui va faire le café, emballer dans des sacs, faire du café soluble, faire du café moulu, faire du café dans des dosettes espresso. Aujourd'hui, les machines de ça, c'est versé ici aux États-Unis en occasion. Tu viens seulement là, si tu as 30 000 $, tu as 30, 40 millions, on te donne ça, rendu port de douane, mis dans les conteneurs. Des machines qui ont 10 ans, qui peuvent encore travailler 40 ans au pays sans avoir de problème. Donc, on peut faire ces industries chez nous. À partir de ce moment, que ce soit l'emballage, le marquage, la vente, etc., la chaîne de valeur reste dans la région de l'Ouest. Et quand elle sort, c'est pour que la marge commerciale qui est de 20% aille dehors. Ça veut dire que 80% de l'argent que génère le business reste dans la région de l'Ouest. Mais quand nous n'avons pas ça, nous ne produisons même pas les semences, nous, etc., etc., etc. Ce n'est que l'inverse. C'est la règle de 80-20. C'est 20% de la valeur créée qui reste dans la région de l'Ouest, 80% s'en va. Donc, si vous me demandez quel type d'industrie on peut faire à l'Ouest, on peut faire des PME, on peut les faire sur nos avantages comparatifs. Nous cultivons du café dans nos montagnes. Nous pouvons cultiver du riz. Nous pouvons faire cultiver du riz pluvial. Et avec le riz pluvial, on peut faire les pâtes de riz. Mon Dieu, pourquoi mangeons-nous toujours des pâtes, des pâtes alimentaires en blé? Et on fait ici aux États-Unis, on mange des pâtes avec le manioc, on mange des pâtes avec le riz. Les pâtes de riz, les macaronis, comme nous disons au Cameroun, là, on bouillit, c'est le riz. On fait la sauce, on mange avec. Nous pouvons le faire. Nous pouvons être des grands producteurs de riz. Emballer les usines de grainage, de blanchiment de riz. C'est de l'industrialisation. Puisqu'on passe du riz, de la graine de riz au riz prêt à la consommation. Nous pouvons le faire. Et je l'ai dit encore la dernière fois. Il y a un discours qui dit, oh non, il n'y a pas assez d'espace à l'ouest pour faire ce que tu dis là, parce que les espaces à l'ouest, etc., etc., où est-ce qu'on va faire de la production de la canne à sucre? Moi, je l'ai dit encore, je le redis encore. Le monde change. Dans les pays comme l'Éthiopie, dans les Pierre Castel, viticulteurs français produisent du vin en Éthiopie aujourd'hui. Dans les pays comme l'Éthiopie, vous êtes en mesure de faire un deal sur les terres agricoles. Si vous voulez même 100 000 hectares, on vous donne si vous voulez cultiver. Donc, vous pouvez cultiver le sucre, le faire en sucre roux, semi-fini, et installer votre usine de blanchiment de sucre et cristallisation en morceaux au Cameroun. Vous maîtrisez la chaîne de valeur, vous transférez une partie de la valeur qui vient de l'Éthiopie et vous l'opérationnalisez dans une usine qui est installée à l'ouest du Cameroun. Ce qui est valable pour ça est valable pour le coton. Le coton est produit dans le nord. Vous faites l'acquisition du coton dans le nord,
Vous pouvez installer une usine de, de tissage de tissu pour fabriquer des vêtements sur le modèle d'une NDOP. Engager des designers qui dessinent le NDOP sur plusieurs couleurs, plusieurs trucs, et construire des lignes de vêtements qui partent à l'exportation dans le monde, vers la diaspora. Je veux dire que si on me demande, je peux réciter comme ça plusieurs choses. Quand vous voyez l'industrie aux États-Unis, vous avez une marque de chapeau, la dernière usine que j'ai visitée ici, c'est une marque de chapeau Kangol. Les gens voient, c'est un kangourou là, Kangol. Et vous voyez, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est de la laine de mouton que les gars achètent en Australie, une partie en Argentine, aux États-Unis. On travaille cette laine déjà là-bas, on leur envoie déjà filer, c'est-à-dire que dans des rouleaux. Et les rouleaux ici, là, il arrive, il passe dans les chaînes, ça tourne vite. Et puis, en fonction des couleurs, etc., on sort des chapeaux, on met le logo Kangol et ça repart dans le monde entier. Donc, de la même manière, le tissu qui vient du nord, le maïs qu'on produit dans le nord-ouest, le maïs qu'on produit dans le sud-ouest, peut être acheté, amené dans la région de l'Ouest Cameroun pour fabriquer l'alimentation pour animal et nourrir les poulets et abattre ces poulets, la vendre, etc., les œufs, comme on vous a expliqué. Donc, le problème, c'est, nous avons les moyens, quand on regarde la nomenclature des industries, de faire des industries dans l'agroalimentaire, nous avons des moyens de faire des industries dans le textile, nous avons des moyens de faire des industries dans l'assemblage des équipements, etc. Nous avons les moyens de faire même ce que j'appellerais de l'industrie de services. Ça veut dire l'hôtellerie, ça veut dire la banque, ça veut dire l'assurance. Beaucoup de banques et compagnies d'assurance sont contrôlées aujourd'hui par les gens de la région de l'Ouest. Pourquoi vont-ils toujours installer leur siège à Douala alors que la technologie a évolué aujourd'hui? Vous pouvez installer votre siège à Bafoussam où vous traitez la comptabilité, le service commercial, la paie, etc., etc., etc. Et ça repart dans un système informatique. À partir de là, vous délocalisez un certain nombre d'emplois dans la région de l'Ouest. La technologie a évolué. Vous n'êtes pas obligé de passer par les câbles, les fibres optiques de Camtel pour pouvoir avoir Internet d'un très très haut débit à l'Ouest. Il y a aujourd'hui les VSAT, machin, surtout avec ce que les Jeff Bezos et les Elon Musk sont en train de faire là, où ils vont envoyer des trucs dans les satellites. Il y aura des compagnies qui vont produire, des compagnies privées qui vont pouvoir proposer eux-mêmes l'Internet worldwide, mais à partir des satellites dans le monde. Donc, il ne faut pas que les gens, je veux dire que c'est un peu dur, c'est vrai, pour nos oreilles, mais nous devons comprendre que dans le monde où nous vivons là, il y a tous les leviers pour que la région de l'Ouest se développe. Moi, je dis que si les gens me posent des questions concrètes, moi, je vais répondre à leurs questions. Capitaine Bosco dit, mais pourquoi les gens de l'Ouest ne font pas les usines chez eux? Mais Capitaine Bosco, les gens de l'Ouest ne font pas les usines chez eux. Je pense pas que je pense, et c'est pour ça que je fais une présentation comme celle-ci. Je pense que globalement, il y a, je dis globalement, je ne veux pas dire que certains élites de l'Ouest connaissent ce que je dis là, mais globalement, tout le monde ne connaît pas ça. Je veux dire que c'est pour ça que vous avez vu un plaidoyer et le sang qui a coulé en zone anglophone ne doit pas être un sang qui a coulé pour rien. On doit sortir de là avec quelque chose qui nous permette d'être différent de ce qu'on était avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang qui a coulé dans la région de l'Ouest est un sang qui a coulé pour que on ouvre l'œil sur la gouvernance locale. Et c'est vraiment dommage, parce que je vous dis encore que moi, j'ai bûché des tonnes de livres. C'est pas possible de faire l'industrie dans un pays sans la gouvernance locale. Ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire la gouvernance. Ne signalez pas mon live, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas faire la gouvernance locale. Vous ne pouvez pas faire l'industrialisation quelque part dans le monde sans la gouvernance locale. Les maires, les gouverneurs locaux ou les présidents des conseils généraux locaux ont un très grand rôle. Je prends un exemple. Vous voulez construire une zone industrielle pour faire de l'agroalimentaire. Vous voulez construire une zone industrielle, par exemple, pour développer l'eucalyptus et faire du bois, fabriquer des meubles à partir de l'eucalyptus. Il vous faut un centre de recherche. Il faut créer des chaires pour pouvoir enseigner ou des centres de formation. Tout ça, c'est les élus locaux, ce n'est pas le pouvoir central. C'est les élus locaux. Donc, on doit pouvoir... Pourquoi les gens de l'Ouest ne le font pas? Parce qu'ils ont les mêmes problèmes que les autres zones. Ça veut dire que la gouvernance locale ne s'est pas émancipée.
Et la gouvernance locale n'est pas encore à la hauteur des enjeux. Le rêve de nos gens, c'est bon, je vais être maire à Douala. Mais oui, mais pourquoi on se développe? On a besoin que les gens capables, les gens qui aient des compétences à être maire dans nos zones et arrivent avec un vrai projet en disant, voilà, moi, je suis là avec un projet. À la fin de mes 5 ans, je vais sortir une zone industrielle de 100 hectares ici à Bouddha. À la fin de mes 5 ans, je suis président du conseil général. Je vais faire que si la zone industrielle de Bouddha est autour de l'agriculture, parce qu'il y a Ngalim, parce qu'il y a Nkwombo, parce qu'il y a Bangan, il y a Bamougon, tout ça, nous allons travailler pour qu'il y ait un centre de recherche. Pour qu'il y ait un centre de recherche. Nous allons travailler pour qu'il y ait au moins 4 centres de formation dans les Bamboutos. Un, par exemple, à Babajou, un à Ngalim, un à Bangan, peut-être un à Bamunkumu, pour former les gens sur les métiers de l'industrie, c'est-à-dire comment on fait travailler sur une machine, etc. Comme ça se fait ici aux États-Unis, ce qu'ils appellent les Technical College, avec des antennes installées un peu partout. Quand vous arrivez aux États-Unis, on dit Technical College dans une ville, il n'y a rien en centre-ville, c'est installé un peu partout là dans les coins. Ou dans un county, parce qu'un county ici, là, c'est comme on peut dire chez nous un département. Or, chez nous, si on va dire IUT de Bouddha, vous allez voir un bâtiment qu'on a planté droit à Bouddha. Ici, c'est pas pareil. Ici, on va dire, bon, ok, IUT de Bouddha, ça a une antenne à Bamunkumu, ça a une antenne à Babajou, ça a une antenne à Bangan, ça a une antenne je dis n'importe quoi, peut-être à Bamogon, etc. Donc, on éclate ça, on fait ça en 4 antennes. Et les gens vont fréquenter dans ces différentes antennes-là, en fonction de qui ils sont dans leur village. C'est comme ça. Et nous devons pouvoir faire pareil. Tant qu'il n'y a pas l'éducation, tant qu'il n'y a pas la gouvernance, tant qu'il n'y a pas ça, vous ne pouvez pas créer. Comment un entrepreneur va venir à l'ouest, il faut chercher le terrain, il faut terrasser, il faut amener le courant, il faut... Non! À partir du moment où on fait ça en quantité, le prix baisse. Parce qu'on peut mieux négocier un grand branchement avec la tension, la haute ou moyenne tension. On peut négocier un branchement avec l'eau et puis faire des sous-branchements. Parce qu'on peut amener un seul appareil et terrasser 60 hectares pour faire 30 lots d'usine. Parce que quand on va acheter le matériel groupé direct usine pour pouvoir construire des bâtiments modulables, ça se fait d'un coup. Parce que quand on fait des solutions de téléphonie, etc., ça se fait d'un coup. Ça se fait d'un très grand coup. Le financement, c'est un seul dossier, etc., etc. Et après, on revend en leasing, ce qu'on appelle en leasing, à des industriels. La création le recyclage et l'épargne locale. Je vous dis encore, quand on regarde ce qui s'est passé dans les années 60, ça a été une pure arnaque. Nos parents cultivaient le café, ils mettaient l'argent dans la banque, mais on prenait l'argent dans la banque pour aller à Douala financer les impôts export. Les banques avaient des guichets à l'ouest. Quand vous regardez les statistiques, elles ne donnaient pratiquement pas de crédit. Elles disent non, ils n'ont pas les maisons pour avoir les titres. Alors que cet argent, s'il avait été déposé dans les fonds d'investissement, aurait permis en equity de financer les industrialisations à l'ouest, de faire des petites usines, des usines sur la tomate, des usines sur le café, des usines sur la patate, des usines sur l'avocat, des usines sur etc., 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 etc. Et des usines sur nos petites bananes, des usines sur notre ndop, des usines sur la tannerie de peau de porc, de peau de bœuf, de peau de chèvre, de peau de mouton, etc., etc. Des usines de production d'eau à boire, en bonbonne, en sachet, etc. Des usines sur les jus de fruits, etc. Beaucoup de choses. Des micro-usines sur 2 hectares qui emploient 50, 60, 70, 80 personnes, mais auraient donné du travail aux gens. Ça n'a pas été fait. Donc, je réponds à ta question, pourquoi il n'y a pas des usines à l'ouest? Donc, ça peut arriver qu'on ait des projets exceptionnels, comme les projets de Neosi. Bon, ça peut arriver aussi comme celui de Fumbot, mais ça ne fait pas une politique industrielle. Bon, voilà. Donc, comme je le dis encore, je l'insiste, même si les gens signalent mon live, la politique d'industrialisation est une politique locale. C'est une politique locale. Donc, il va falloir qu'on revienne aux fondamentaux, aux bases. Voilà, capitaine Bosco. Théo le premier dit, je me charge de faire aussi les vidéos aussi sur place au Cameroun, comme le monsieur du Japon, pour que vous accompagner dans vos présentations avec monsieur Élisée. D'accord. Théo le premier, il faut le faire. Et il faut me les envoyer il faut m'envoyer un message sur mon compte Élisée Yonta ici. Et tu m'envoies les vidéos sur mon compte Ndemanfo. Je vais les poster. Je les poste tous. Et je vais, même si tu veux, si tu peux, je vais te donner la parole dans le live pour que tu puisses écouter.
Donc, justement, ça nous permet de vite prendre l'avance et l'avance sur les clients du Japon. Voilà. Oui, c'est que les gens doivent comprendre. Quand vous... Là encore, je reviens aux États-Unis. Aux États-Unis, à peu près les les très grosses entreprises, c'est à peu près 40% de la production. 60% de la production aux États-Unis est faite par des petites unités industrielles. Ça veut dire que c'est des unités qui ont moins de 100 personnes. Dans la grande Amérique, des unités qui ont moins de 100 personnes. Il y a des très grosses industries, c'est ce que j'appelle les industries industrialisantes. C'est que vous allez voir, par exemple, Dupont de Nemours, ça c'est des très grosses industries. Il y en a un paquet, je ne sais pas qui c'était, les Caterpillar, bon, toutes ces grosses machines-là. Il y en a McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, ça c'est des très grands groupes, d'accord. Mais à côté, vous avez des petites PME de moins de 100 personnes, très agressives, bien spécialisées dans des niches, et c'est eux en fait qui font de la force industrielle de l'Amérique. La vérité est celle-là. La vérité est celle-là. La vérité est celle-là. Et la même chose est valable pour la Chine. Simplement, il n'y a pas les infrastructures locales, j'insiste encore bien locales, parce que ces infrastructures doivent être faites par le maire. Il n'y aura pas d'industrialisation dans une région comme l'Ouest ou ailleurs si les maires ne sont pas empowered, comme on dit en anglais, ça veut dire s'ils n'ont pas le pouvoir, l'aptitude, la capacité, la faculté de pouvoir réaliser certaines infrastructures locales, les zones industrielles notamment, les énergies renouvelables notamment. Tant qu'il n'y a pas ça, on peut rêver, il n'y aura pas d'industrie. Parce qu'un décret ministériel ne fera jamais l'industrialisation d'une zone. Même un décret présidentiel. Je n'attaque personne en disant ça. Ça veut dire que même si c'est le président Kamto qui devient président demain, s'il pense, et je le lui avais dit, si tu penses, président, en t'installant que c'est le décret depuis Yaoundé qui va industrialiser, tu vas te prendre le mur. Comme beaucoup se sont pris le mur. Mais en revanche, si on émancipe la gouvernance locale, on lui donne les moyens de pouvoir, de manière autonome, construire des infrastructures. Ça, la route, je veux bien comprendre, c'est l'État. Ça veut dire que si demain, on veut que Banganté s'industrialise, si on veut faire la route en partant de Bafoussam ou en venant de Yaoundé pour aller à Banganté, on veut la bitumer bien, ça c'est l'État central. Mais maintenant, si on veut installer, tant qu'il n'y a pas une zone industrielle, il n'y aura pas. Ça n'existe plus au monde un endroit où l'industriel vient, il achète le terrain, il construit le bâtiment, il tire le courant, il tire l'eau, il tire le téléphone, etc. Ça n'existe plus ça. Après, ils calculent, on dit c'est combien, on dit, même dans la comptabilité moderne là aux États-Unis, on a déjà enlevé les chapitres. Les nouveaux livres qui sortent, on a déjà enlevé ces chapitres-là où on disait valoriser un investissement, un bien, un patrimoine immobilier construit par l'entreprise, comment intégrer ça. On enlève ces chapitres-là. Aujourd'hui, c'est l'industriel, les communes locales qui construisent des parcs industriels. Industrial Park. Il y a beaucoup de vidéos sur mon mur là que vous pouvez regarder. Elles construisent ce qu'on appelle Industrial Park. Soit elles s'endettent, soit elles font ça en partenariat avec des private equity, soit avec des fonds locaux, soit elles constituent des fonds sur la retraite des travailleurs. Elles utilisent une partie de ces fonds, une quotité, comme on dit, pour construire des zones industrielles. Et donc, lorsqu'elles ont construit des zones industrielles maintenant, elles revendent. Et quand elles revendent, c'est des prêts hypothécaires. Ça veut dire que si le bâtiment vaut 50 millions, si le bâtiment vaut 100 millions, par exemple, parce qu'il est sur 4 hectares, quand vous arrivez là, c'est un bâtiment modulable, on dit, bon, déposez 20 millions. Si votre capital social, c'est 200 millions, vous mettez 10% de votre capital social, vous avez déjà les clés. Vous commencez maintenant à prendre le reste pour aménager et non pas à reconstruire toujours. Ça permet d'anticiper. Et vous commencez, vous démarrez, vous construisez. Les intérêts débiteurs, vous les déduisez. Vous les mettez dans vos charges financières. Ça vient en diminution des impôts et taxes que vous deviez payer à l'État. C'est tout. Ça marche comme ça. Et la loi au Cameroun prévoit tout ça. Simplement, il n'y a pas les institutions locales mises en place par les maires. Donc, si on veut avoir une industrialisation à l'ouest, et en plus, chaque maire connaît l'avantage concurrentiel qu'il peut avoir. Je veux dire, le maire de Babajou sait qu'il a Pombo à côté, donc il y a énormément de maïs, de haricots, de carottes, de choux, de tomates, etc., de vin de palme, le vin de palme de Babajou.
il sait très bien qu'on peut installer une zone industrielle avec 10 hectares, ou même sur 20 hectares, avec 10 lots. Il sait le type d'industrie qui peuvent s'installer là-bas. Etc., etc. Si c'est le maire etc. Il sait que si c'est peut-être l'artisanat, il faut faire des vêtements en doc, etc. Il sait qu'il y a les courriers. Ils savent tout ça. Donc, c'est une politique d'abord locale. Ensuite, je dis que la raison pour laquelle le déficit d'industrialisation est à l'Ouest, c'est parce qu'il n'y a pas les institutions financières privées qui permettent que l'argent traverse pour venir. Je vous dis, j'insiste encore, je martèle que la banque commerciale, elle seule, ne peut pas financer l'investissement. Je n'ai pas envie d'enfoncer le clou parce que j'avais, dans une présentation privée, expliqué à des intellectuels camerounais pendant des heures, c'était sur Zoom, pendant 1 heure de temps, je leur avais expliqué pourquoi, par exemple, le projet La Banque de PME au Cameroun était un mauvais projet qu'on a vendu à Bia. Il y avait mieux à faire, il y avait un autre type de projet à faire. Et je leur expliquais, il fallait créer une banque qu'on appelait Banque de développement, assise sur l'industrie. C'était Banque de développement qui devait financer les équipements des PME, qui devait fournir les garanties, etc., etc. Sous la forme d'une banque de développement et non pas d'une banque commerciale. Ça permettait de sortir des ratios de BAL 1 et 2. Ça permettait de pouvoir lever des fonds en obligations, lancer des bonds, des eurobonds sur les marchés internationaux, lancer des eurobonds sur la place de Douala et confectionner des crédits sur 10, 20 ans, parce que c'est les eurobonds sur 20 ans, et de pouvoir créer du leverage et pouvoir amortir ça rapidement. L'impact, le retour sur investissement sur l'économie, ça a été mal monté. On a fait une banque qui a financé les marchés publics, ce qui est totalement stupide et aberrant. Voilà. Donc, j'insiste, je réponds à ta question. La raison pour laquelle on n'est pas arrivé là, c'est parce qu'on n'a pas fait ça. Ensuite, l'industrie aujourd'hui, les choses bougent énormément. Mon ami et frère Sir Patrios a posté sur son mur aujourd'hui le téléphone portable Triumph ou Ericsson à l'époque. Vous voyez vous-même comment on est passé à l'époque où les Triumph là sortaient. Moi, j'allais rendre visite à un oncle, Tindage Barnabas, dans son laboratoire de recherche à Orléans. Et lui, il avait le portable qu'on a aujourd'hui. Je vous parle de l'histoire de 2000. Dans son bureau, il travaillait sur le portable qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire qu'il avait déjà le portable avec l'écran tactile. Il travaillait dessus. Ça veut dire que s'il n'avait pas... Oh, le problème, c'est que pendant que lui parlait d'innovation, ils étaient à ce stade-là aux États-Unis, on était déjà plus loin que ça. Ça veut dire que si vous voulez faire l'industrie, vous voulez rester dans la course aujourd'hui, il faut innover parce que sinon le cycle de produit fait ça fait ça. Et si vous n'avez pas innové, vous êtes out du marché. Quand on est dans la phase descendante parce que la technologie a avancé. Ça veut dire là aussi que les conseils généraux doivent... Voilà les clés qui déterminent l'industrialisation. C'est même pas qu'on a signé un décret qui va vous amener une usine. Ça n'existe pas. Je sais que quand il dit ça, il y a des gens là qui sont pro du gouvernement, qui ça les énerve et ils signalent mon live. Mais je leur dis qu'il faut leur dire la vérité. Bon, Céline T m'a dit merci beaucoup. C'est moi qui te remercie pour tes questions. Elles sont intéressantes. Jules Julio dit il serait intéressant de voir un maire se rapprocher de la diaspora camerounaise pour la réalisation des projets locaux à l'ouest camerounaise. Voilà un bon sujet de Facebook. Ouais, il faudrait que les maires, bon, les maires de l'ouest sont encore beaucoup une pesanteur. Quand tu les contactes, ils ne répondent jamais. Et après, ils te font dire par quelqu'un, oh, tu sais, vraiment, on a un peu peur. Bon, je ne sais pas de quoi est-ce qu'ils ont peur. Je ne sais pas pourquoi ils se présentent au suffrage universel et pourquoi ils sont élus. Ils ont peur, je ne sais pas de quoi. La solution pour débloquer le besoin de financement qu'ils ont pour développer leur coin vient de la diaspora. Mais ils ont peur d'aller rencontrer la diaspora. Et quand bien même ils viennent rencontrer la diaspora, on a vu ça ici avec Tonin, c'est pour vous proposer des projets mafieux. J'utilise le mot mafieux, je pèse mes mots. Des projets mafieux. C'est-à-dire le but c'est de voler votre argent et partir avec. Ils vous proposent des choses mafieuses. À peine vous dites que non, c'est pas comme ça qu'on fait ça, vous êtes écarté tout de suite. Bon, il y a des choses que les maires peuvent faire. Comme je l'ai dit, les initiatives de création des institutions financières locales, c'est la politique locale du maire. La microfinance dans les pays étrangers, c'est le maire. C'est le maire qui décide que les microfinances... Je vous dis, les microfinances aux États-Unis, ça ne sort pas des villes. Les plus grosses restent dans l'État. Mais ça ne traverse pas l'État. Chez nous, vous avez une microfinance, son siège à Bafoussam, démarre à Bafoussam, comme c'était le cas de Cofines. Subitement, vous les retrouvez à Douala, vous les retrouvez à Bamenda, vous faites ce qu'il fait là-bas. Et enfin, vous apercevez qu'il collecte l'argent à Bamenda, à Bafoussam pour aller financer l'import-export et les marchés publics à Douala, à Yaoundé.
Et donc, l'argent des épargnants qui auraient dû rester à l'ouest et financer les petites industries à l'ouest se retrouve en train de financer les marchés publics à Yaoundé. Et quand on ne paye pas, ça fait faillite. Donc la microfinance a été faussée. Il faut revenir à la base de ce que ça aurait dû être. Quand je vais atteindre le live sur l'industrialisation, je vais vous sortir les bouquins que moi j'ai ici sur les industries, sur les institutions financières. Et vous allez voir qu'on a raté, on a loupé le cap sur l'industrialisation. Voilà. Sur le financement de l'économie locale. Et c'est ça qui a un impact. Donc, les maires, moi je l'ai dit et je l'ai redit, si un maire m'approche pour qu'on ait une présentation en privé, moi je suis partant. Je suis prêt à apporter ma contribution. Voilà. Anissé Togué dit, le constat sur l'origine de cette absence d'industrialisation semble évident. Volonté et vision politique centralisée. C'est vrai. On peut dire ça comme ça. Bref, pourrait-on donc conclure que l'échec était programmé? Ben, ouais, l'échec était programmé. Hein, parce que nous étions enfermés dans un système centralisé, dirigé par les fonctionnaires qui ressemblaient de très près à ce qui s'est fait dans des pays comme l'URSS. Mais ça ne pouvait produire que ça. Regardez, même la Chine. Je ne sais pas, j'ai regardé un documentaire que je ne sais pas, j'ai partagé ça. C'est sur mon mur là. Vous pouvez le regarder. Un gouverneur au Nigeria s'est rendu en Chine pour négocier l'acquisition des machines pour lancer une usine de fabrication de biocarburant à partir du manioc. Mais il allait négocier avec un maire chinois. Simplement parce que le maire, le niveau de décision dans la chaîne de décision en Chine, le niveau de personnes qui décident de ce genre de choses, c'est un maire. Encore au Nigeria, on a eu la chance. Ce n'est pas au niveau du ministre que ça se décide. Non, c'était le gouverneur. Et il allait en Chine, son interlocuteur, c'était le maire. La vidéo est sur mon mur, vous pouvez regarder. Avec l'hypercentralisation qu'il y a au Cameroun, pour répondre à la question d'Anissé Togué, ben, c'est le maire qui sera, le ministre qui sera l'interlocuteur du maire chinois. C'est honteux. C'est-à-dire que du fait que nous n'avons pas mis à jour nos institutions, ça nous pénalise énormément. Je l'ai toujours expliqué. Quand vous prenez un pays comme la France, il y avait le ministère de la coopération. Le ministre de la coopération camerounais ou le ministre des Affaires étrangères camerounais ou premier ministre, quand il se rendait en France, il allait voir le ministère de la coopération. Les Français ont supprimé le ministère de la coopération. Tout ce qu'il y avait comme infrastructure de coopération, ils ont créé une agence qui sont les institutions privées, l'agence française, avec les private equity comme la Proparco, etc., etc. Donc, de financement bilatéral de l'économie, productif. Et puis, le reste, ils ont renvoyé dans les communes et les conseils généraux pour la coopération décentralisée. Ou bien, ils ont renvoyé au-dessus à l'Europe par la coopération, ce qu'on appelle le commissaire européen en charge de la coopération. J'ai oublié son nom, parce qu'on a nommé de nouveaux commissaires. Vous voyez donc que ça a changé. Pendant ce temps, chez nous, il n'y a pas de coopération, ce qu'on appelle communautaire au niveau de la CEMAC. Ça n'existe pas. Donc, le commissaire européen n'a pas son pendant dans la CEMAC, par exemple. Parce que la CEMAC ne fonctionne pas. Quand on prend au niveau de notre pays, on a continué à garder la coopération au niveau du ministère des Affaires étrangères, sauf qu'il n'y a plus son pendant en France. Et quand on prend maintenant la coopération décentralisée en France, qui se fait au niveau des conseils généraux et des mairies, où il y a les fonds ont été transférés à ces gens-là pour qu'ils puissent faire des villes jumelées pour travailler avec d'autres villes. Chez nous, les maires n'ont pas ces pouvoirs-là. Du coup, on ne profite pas de la coopération bilatérale. C'est pour ça qu'on se retourne toujours vers la Banque mondiale, qui est la coopération multilatérale. Parce qu'on n'a pas update, comme on dit en anglais, on n'a pas fait la mise à jour de nos institutions politiques, publiques, administratives. Donc, c'est important de le dire. Voilà, donc, comme tu dis, c'est un échec programmé dans le sens où l'absence de mise à jour, et c'est lamentable quand on voit comment des gens se battent pour que ça ne bouge pas. C'est-à-dire, j'ai suivi sur Troc Radio, je ne sais même plus si je suis prêt à retourner là-bas, un monsieur qui s'appelle Serge Bayongen. Il m'a donné envie de vomir. J'étais à 2 doigts de vomir, avec nous qu'on appelle Thierry Amourou. Défendre, c'est-à-dire des gens qui vivent au Canada, où ils voient comment le Québec, avec sa spécificité, on lui a aménagé un espace pour tenir compte de leur spécificité linguistique. On a fait les États qui travaillent, ils vivent ça au quotidien. Un autre qui vit en Belgique, il voit le conflit flamand, wallon, comment on est sorti de là.
Mais ils soutiennent mordicus que le salut viendra de la centralisation. Ils racontent des histoires dormies debout. Moi, je ne sais pas. Si ce n'est pas parce que je connaissais Cyril et quoi là, moi j'aurais bloqué cette histoire-là. Je ne veux plus voir ça. Donc, nos institutions administratives, nos institutions politiques ne sont pas mises à jour. Et à partir du moment où elles ne sont pas mises à jour, nous ne pouvons plus. Ce qu'on appelle, en français, on appelle ça comment on dit ça? La compatibilité. Il n'y a plus de compatibilité entre nos institutions administratives et les institutions administratives des pays développés. Parce que dans tous les pays développés, on a donné des pouvoirs aux gouverneurs locaux ou aux conseils généraux, aux gouverneurs de région, on a donné des pouvoirs aux maires et on a transféré la structure nationale à une institution communautaire qu'on appelle la Commission européenne. Il y a un commissaire européen en charge de la coopération. Donc on ne peut pas travailler avec la Chine, on ne peut pas travailler avec l'Europe, on ne peut pas travailler avec l'Amérique, on ne peut pas travailler, on est obligé seulement de se retourner pour faire des coups vers les pays de... Ça ne marche pas. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas l'industrialisation à l'ouest. Ça, il faut pointer du doigt dessus. Voilà. Ce n'est pas une fatalité. D'où viendra l'énergie pour l'alimentation de la zone industrielle de l'ouest? De Chamen Kenye. Je l'ai dit plusieurs fois, dans les présentations, que d'où viendra l'énergie. Je l'ai dit plusieurs fois. Je peux te comprendre. Si tu es Camerounais, tu vis au Cameroun, ou bien si tu ne... Je dis encore, je posterai les vidéos et vous allez voir. Quand vous regardez dans les pays comme les États-Unis aujourd'hui, les usines, surtout quand Obama est arrivé, vous avez entendu Biden dire we're gonna put money in clean energy. Ça veut dire quand Obama est arrivé, on a donné énormément d'argent aux industriels pour qu'ils puissent commencer à installer des panneaux solaires, des générateurs pour pouvoir commencer à produire énormément d'énergie sur leur toit. C'est-à-dire, ils mettent des panneaux solaires, il y a des panneaux je crois que c'était 1 kW, avec des panneaux de 1 kW. Si le gars avait des dotations de l'État, ça veut dire qu'on lui permet de déduire la totalité de l'acquisition qu'il a faite, de déduire ça de ses impôts après calcul de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices. Donc, résultat des courses, c'est des dispositions spéciales, c'est des incitations. C'est là où je dis que c'est à ce niveau qu'intervient l'État central. Mais ce n'est plus le ministre ou le décret du premier ministre ou du président ou de machin qui va décider que dans une ville comme Bunda, on va se lever un matin, on voit 20 usines. Dans une ville comme Bangante, on va se lever un matin, on voit 20 usines. Ce n'est pas ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marchera jamais comme ça. L'État crée des parcs. Vous avez vu comment on a fait en France avec Station F. Est-ce que l'État veut voir des start-up? On donne les moyens à la mairie de Boya ou Ekema était là à sceller les boutiques des commerçants. Ce n'est pas ça son travail. Son travail, c'est d'aller rencontrer des grands consortiums financiers, de mettre les architectes autour de la table pour prendre un terrain à Boya de 50 hectares et construire un parc technologique où les gens viennent installer des start-up, travaillent et quand ils gagnent de l'argent, ils peuvent faire l'acquisition des endroits où ils sont installés et continuer à avancer avec des prêts hypothécaires. Il faut faire une mise à jour de notre gouvernance locale. Les maires là pour sceller, les maires, c'est là où il y a le problème. Ce n'est pas ailleurs. La gouvernance locale ne marche pas. Donc quand tu dis où vient l'énergie, je t'explique comment ça marche aux États-Unis. Quand quelqu'un veut installer une industrie ici aux États-Unis, les États, parce qu'encore là, encore aux États-Unis, ce n'est pas l'État fédéral, c'est l'État local. L'État local dit, bon, voilà, peut-être si nous n'avons... L'État, c'est que... Il faut que vous compreniez bien. On peut faire l'électricité à partir des éoliennes. L'éolienne, ça veut dire, ce sont ces grands ventilateurs qu'on met au-dessus des collines, il y a le vent, etc., etc. Il y a la possibilité de faire il y a l'ensoleillement à l'ouest, donc on peut faire l'électricité à partir de l'ensoleillement. On peut faire l'électricité à partir du biomasse. Ça veut dire ce qu'on appelle vos excréments. Je le dis souvent à des amis. J'aurai l'occasion d'inviter un ami là sur Média 2 Africa qui s'appelle Henri Auguste. Henri Auguste viendra et nous allons dialoguer avec lui. Il va vous expliquer beaucoup de choses. C'est un Français, c'est un frère et qui vit au Gabon depuis très longtemps et qui a travaillé pour toutes les grandes compagnies pétrolières. Il était le responsable en charge de l'environnement. Il a pris sa retraite. Donc, il va vous expliquer beaucoup de choses. Moi, je l'aime beaucoup parce que contrairement aux gens qui sont fermés, lui, il est ouvert. Il explique beaucoup de choses. D'ailleurs, on partage ensemble un certain nombre
de vue philosophique. Donc, c'est pour ça que moi, je l'aime bien. Et il va vous expliquer comment, si que vous voyez dans les pays comme les... il dit, mais c'est incroyable, Élisée, tu ne vois pas, en Afrique, on prend on vidange les faux sceptiques et puis on jette dans la mer. En Chine, on vidange les autres faux sceptiques et puis on fait la combustion de ça pour produire des engrais et de l'électricité. Autre chose, moi j'ai quand même grandi dans une ville comme Belabo en son temps où il y avait la Sofibel de Belabo. Sofibel de Belabo, à partir de la scie de bois, en 1984, produisait de la lumière et livrait de la lumière jusqu'à Ngaoundal, où il y avait la base militaire, jusqu'à Bétois, jusqu'à Nangaeboko. Le long de la ligne de chemin de fer, on transportait l'énergie de Belabo jusqu'à Nangaeboko. À l'époque, avec la scie de bois. Donc, je veux dire que ce qu'on faisait en 88, moi, en 84, nous, on était tout petits. Ça me fait mal qu'on me pose la question en 2000. C'est là que tu réalises que le pays a reculé. C'est que les ingénieurs camerounais diplômés de Polytechnique, et on les envoyait en Belgique. C'était un Belge, M. Pelletier, qui était le directeur, Pelletier, comme on dit, qui était le directeur technique. Il les amenait en Belgique, on les formait 1 an. Quand ils revenaient, ils savaient fabriquer, produire de l'énergie électrique à partir de la scie de bois, le biomasse. Donc, Sofibel de Belabo n'avait pas de branchement sonnel. Ça n'existait pas. Vous pouvez aller vérifier. Il n'y avait pas de branchement sonnel. Ils avaient la scie de bois, ils produisaient eux-mêmes le courant. Ils produisaient eux-mêmes le courant. Et ils éclairaient Bétois, ils éclairaient Ngaoundal, ils éclairaient Nangaeboko. À Belabo, il y avait la lumière, on ne savait pas quand est-ce que c'est le jour, quand est-ce que c'est la nuit. Parce que dès que la nuit arrivait, il y avait tellement de lumière, on ne savait pas qu'est-ce qui était le jour, qu'est-ce qui était la nuit. Surtout à la gare de Belabo. Donc, je veux dire que, arrêtez toujours de dire, oh, on prendra l'énergie où. Hier, c'était, oh là là, il y a les collines. Maintenant, c'est, on prendra l'énergie où. Il y a l'éolienne. Il y a les panneaux solaires. Il y a les panneaux solaires aujourd'hui qui vous font 1 kW. On pose sur un toit là. Ça veut dire que si on vous pose 100 kW sur le toit de votre usine, ça vous produit 100 kW. Donc, ça permet déjà d'assurer tout ce qui est le bureau, tout ce qui est l'éclairage autour de l'usine, etc., etc. Et quand vous connectez à la sonnette, c'est seulement fait tourner les machines. Tout le reste là est assuré par les panneaux solaires. On a la possibilité de faire des centrales éoliennes. On a la possibilité de produire l'énergie à partir du gaz. Le Nigeria est un des grands producteurs de gaz. Le Nigeria va faire le port de Bakassi. Le port de Bakassi va être aussi et surtout un très grand port gazier. À partir du moment où il est un port gazier, regardez comment l'Allemagne fait venir le gaz russe avec Gazprom, de la Russie jusqu'à l'Allemagne pour produire l'électricité. Nous, c'est encore plus court. Prenez vous-même la carte du monde, vous regardez la distance qu'on parcourt pour amener le gaz de l'Allemagne jusqu'à la Russie jusqu'en Allemagne. Mais nous avons la possibilité, c'est 300 km de faire un pipe qui nous amène le gaz du Nigeria jusqu'à l'ouest et de produire l'électricité à partir du gaz. Aujourd'hui, ici aux États-Unis, des grosses compagnies comme Shell créent des Chevron, créent des grandes unités de production d'électricité à partir du gaz domestique, à partir du gaz naturel. Le marché de l'énergie a changé. Je conseille beaucoup, c'est dommage, si j'avais su que tu me poserais ta question, je te conseillerais beaucoup la 4e révolution industrielle, la 3e révolution industrielle d'un économiste américain, Jeremy Rifkin. Sa vidéo est là sur mon mur. Tu peux regarder Jeremy Rifkin. Il te dit que la production d'énergie a changé totalement. C'est lui qui a conseillé Angela Merkel et elle est sortie du nucléaire avec accélérer la sortie du nucléaire pour aller vers les énergies renouvelables. Tu peux aller vérifier. L'Allemagne fait 60% d'énergie dans le renouvelable. Et bientôt, elle sera à 80%. Elle a fermé les centrales à charbon. Elle a fermé les centrales nucléaires. Elle fait de l'éolienne, elle fait du solaire, elle fait du biomasse, elle fait du gaz domestique et ça réduit les gaz à effet de serre. Donc, je veux dire que tu poses des questions. En plus, nous avons les barrages, les possibilités de faire des micro-barrages. Je veux dire qu'il faut mettre... C'est pour ça que je vous ai dit, l'industrialisation, ça dépend des ingénieurs. Lorsque vous mettez les ingénieurs à terre pour qu'ils commencent à travailler, tant que vous ne mettez pas les ingénieurs, c'est ça, moi, je ne regarde jamais les bavardages politiques d'Afrique Média, tout ça. J'ai été approché pour être consultant d'une chaîne comme Média 2. Je leur ai dit que mon truc, c'est de faire venir des gens qui peuvent tenir un discours qui a une valeur ajoutée. Quelqu'un peut venir dire, je suis spécialiste de l'habitat. Il explique ce que c'est que l'habitat. Quelqu'un peut venir dire, je suis spécialiste des énergies renouvelables.
Il nous dit comment on va faire pour l'énergie renouvelable. Quelqu'un peut venir dire, je suis un spécialiste dans la conception, dans le codage, dans le commerce électronique. Il vous explique ça. Ça a une vraie valeur ajoutée. Quand un décideur entend ça, lui ouvre les yeux et dit, tiens, vraiment c'est possible. Hein? Autre chose est possible. Mais les bavardages, là, panafricanisme, c'est une perte de temps. Ça défile la On n'a même pas le temps pour ça. Donc, je redis ici que la question de l'industrie, c'est possible. Aujourd'hui, les choses ont tellement évolué. Il y a l'industrie, il y a l'énergie qui peut être produite par le conseil régional ou bien l'État local. Les éoliennes, les parcs solaires. Les parcs solaires, on dit voilà, sur 10 hectares, nous allons installer des panneaux solaires pour produire l'énergie solaire. Les micro-barrages, etc., etc. Maintenant, dans les villes peuvent mettre en place des incitations pour que les industriels qui s'installent aient la possibilité de mettre les panneaux solaires sur les toits modulables. Les Chinois ont même déjà inventé les routes avec des panneaux solaires. Donc là, les choses évoluent rapidement aujourd'hui. Ce n'est plus voilà, c'est déjà dépassé ça. Bonjour Zumanto, merci beaucoup, merci, tu dis merci pour les explications. Bonjour Evelyne, merci beaucoup ma chère sœur. Voilà. Jules Julio dit la construction des projets des micro-barrages peut être un projet intermédiaire qui peut résoudre ce problème. Ben oui, l'Indonésie, je pense que j'ai déjà partagé là sur ma page comment l'Allemagne et l'Indonésie font les micro-barrages. Les vidéos sont sur ma page. Il y a près de 300 vidéos là sur ma page. Donc, si vous baladez souvent là, vous pouvez regarder ces vidéos-là. Hormis les présentations, il y a beaucoup de vidéos là sur les exemples que je vois souvent ailleurs, la 3e génération des usines, des choses comme ça. Donc, vous pouvez regarder là, il y a beaucoup de choses intéressantes là. Jules Julio dit, il faut donc que les groupes dans la diaspora fassent élire des maires conscients et courageux qui peuvent porter et manager des projets dans la région de l'Ouest Cameroun. Oui, parce que c'est ça que je veux dire. Je veux dire, c'est important ce que je veux dire là. C'est que quand ça m'amuse beaucoup quand je regarde l'arène politique. Ça m'amuse beaucoup. Bon, ça m'amuse. Bon, je regarde ça. Je regarde les acteurs. Bon, ça me fait beaucoup rire, quoi. Vraiment, les politiciens camerounais me font beaucoup rire. Ils me font plus rire même que, je dis, quand je les vois là, ça fait beaucoup rire, quoi. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de respect pour eux, mais c'est risible ce qu'on voit. Il faut le dire. Pourquoi? À vrai dire, quand vous allez voir une région, oh, on se bat, oh, il nous faut un ministre. Vous avez entendu Roméo Ndika? Oh, on a nommé qui? On a nommé combien de savoir? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La question c'est, ok, vous êtes dans une ville à l'ouest, Bunda, Bangante, Bafang, Fumban, Chang, Fumbot, etc. Les principales communes là, Bassamba, Donga, etc., etc. Ces communes-là, Bacham, Penka, Michel, etc., etc. Photo, tout ce que vous voulez. La question est, là, et ça, les gens devraient pay attention, comme on dit en anglais. Qui est-ce qu'on met maire? Quel est le projet qu'ils présentent? Parce qu'on dit, oh, on dit non, si vous ne votez pas pour eux, le RDPC va vous bloquer. Ce n'est pas ça. Quel est le projet que le maire présente, met sur la table? Vous avez des gens, vous leur dites, bon, quel est votre bilan? Il dit, oh, quand j'étais maire, j'ai donné les actes de naissance aux enfants. Est-ce que ça, c'est un bilan, ça? Et ça, c'est un bilan, ça. J'ai donné les actes de naissance, j'ai fait qu'il y ait les centres d'état civil, qu'on donne les actes de naissance, les actes de mariage. C'est bon pour le fun. Mais à the end of the day, pendant 5 ans, si tu fais 2 mandats de 5 ans, l'enfant qui avait 20 ans, il a déjà 30 ans. Il commence à avoir mal au dos un peu, non? La question, c'est quel est le projet? Et la gouvernance locale a un rôle très important. Je le dis encore, ce n'est pas le décret présidentiel ou décret ministériel qui fait l'industrialisation. C'est la gouvernance locale. Ça veut dire que demain, à l'Ouest, il va falloir que la diaspora, effectivement, comme tu dis, pèse de tout son poids. Pourquoi, si vous voulez industrialiser l'Ouest, pourquoi on voit des gens capables? On veut même voir des ingénieurs devenir maires. Parce qu'un ingénieur connaît un problème. Ça peut être un ingénieur de BTP, ça peut être un ingénieur de maintenance industrielle. C'est pour ça qu'il faut des conseils municipaux. Regardez comment on a déplacé le débat chez nous. On dit dans un conseil municipal, il faut qu'il y ait les gens de telle ethnie, il faut que c'est une affaire de tribu. Or, ce n'est pas ça le problème. Dans un conseil municipal, on devrait voir des architectes, on devrait voir des médecins, on devrait voir des ingénieurs, on devrait voir des etc., etc. On devrait voir des qualifications socio-professionnelles parce que quelqu'un arrive là. Qu'est-ce que vous voulez qu'un gars comme Elie Milobe dise dans un conseil municipal? Qu'est-ce qu'il sait? À part ouvrir la Bible.
dit, oh, voilà, Jean chapitre 4, verset. Il ne connaît pas la Bible. Moi, je connais la Bible. Je l'ai lu la Bible 10 fois dans ma vie. Plus de 10 fois même. Or, autour d'une table, on a besoin que qu'on compose un conseil municipal. Au lieu de faire une organisation latérale, on aurait dû faire une organisation qui monte. Ça veut dire qu'on dit, voilà, dans le conseil municipal, on s'arrange à ce qu'il y ait toutes les catégories socio-professionnelles. Parce que ces gens apportent une vision, une expérience qu'ils ont cumulée dans leur métier. Ça peut être des ingénieurs, ça peut être des informaticiens, ça peut être des médecins, ça peut être des architectes, ça peut être, etc., etc., des ingénieurs de construction, des ingénieurs industriels, des gens qui ont eu de l'expérience dans l'énergie. Quand vous composez un conseil municipal, une liste avec des gens comme ça, quand ils arrivent dans le conseil municipal, ils ont des vues. Mais quand on dit non, il faut absolument que ce soit sur les nids. Un dormeur qui ne sait pas laver ses dessous, qui porte un pantalon non repassé, on va le parachuter, mais parce qu'il est de tel ennemi. Ça fausse le débat. Ça fausse le débat. Il faut que la qualité des conseillers municipaux, ce n'est pas une affaire de le maire, des conseillers municipaux. Prenez vous-même, allez sur Internet, tout c'est sur Internet aujourd'hui. Prenez une ville américaine comme Chicago, regardez qui compose le conseil municipal. On va vous dire, ah, le maire, c'est un ancien procureur général. Hein, son adjoint, c'est un ancien, le directeur de telle grosse usine là. C'est lui qui a fait l'industrie, etc., etc., qui a développé General Electric, par exemple, en Chine, avant de revenir aux États-Unis, etc., etc. Et quand le gars, il arrive là, il est en charge de la politique industrielle. Il est en charge de rénover les parcs industriels, de les agrandir, de les moderniser, de faire venir de nouveaux investisseurs. Or, chez nous, on a mis ça sur une affaire de village. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est la gouvernance locale qui fait l'industrialisation. Il faut le dire et le dire. Parce que la gouvernance locale commande des études à des experts pour dire, voilà, dans une région que la région de l'Ouest, quel est notre avantage compétitif? Quel comparatif, autant pour moi. Parce que c'est l'exploitation de l'avantage comparatif qui va donner un avantage compétitif. Je prends un exemple. Tant que dans la région de l'Ouest, on peut importer le coton au nord, et avoir, par exemple, une teinture faite à base des noyaux d'avocat pour pouvoir teinter le ndop de manière artisanale et même faire une couture industrielle. Vous n'aurez jamais d'avantage comparatif de ça ailleurs. Parce que les gars, ils ont les dessins de l'art primitif. Ils ont X, ils ont Y, ils ont les dessinateurs, etc., etc. Si on a bien formé les gens, vous avez toute une industrie manufacturière assise sur les vêtements à base de ndop qui peuvent être produits à l'ouest et partis dans le monde. Des vêtements pour enfants, des vêtements pour adultes, des vêtements pour les mariages, les anniversaires, etc., les baptêmes, les cérémonies de graduation, etc., etc. Vous pouvez m'avoir la couture à distance. Ça dépend. Et ces projets-là, dans un conseil municipal, doivent être portés par des gens qui s'y connaissent. Or, qu'est-ce qu'on a à l'Ouest? On n'a pas les gens qui s'y connaissent. Les conseils municipaux sont composés, vous connaissez comment ils le sont. Je ne vais pas perdre trop de temps dedans. Ou bien, on a des gens parfois qui arrivent dans ces conseils municipaux pour avoir un peu de marché, parce qu'ils sont à la retraite, ils remercient le chef de l'État. Ils n'ont aucun projet, ils n'ont aucune vision. On a eu des maires à l'Ouest qui sont arrivés avec une vraie vision. On vous parle toujours dans l'histoire de Samuel Wanko à Bafoussam. On vous parle à Tchang d'un maire, à Bouddha d'un maire qui avait tracé la ville parce qu'il avait une vraie vision. Quand vous voyez, la ville de Bouddha est tracée comme aux États-Unis par l'eau. Vous avez à Bafoussam, à Tchang, il y a eu Sonken qui est arrivé comme maire. On a vu ce que Sonken a fait, maire SDF pour transformer la ville de Tchang. D'ailleurs, moi, je cherche le moyen d'avoir le maire Sonken et de l'interviewer dans une télévision pour qu'il parle de comment est-ce qu'il a fait bouger la ville de Tchang. Il a dit, c'est de ça qu'il s'agit. C'est la gouvernance locale qui précède l'industrialisation. La qualité de la gouvernance locale, et c'est ça qui fait l'industrialisation d'une zone dans un pays. Malheureusement, si la région de l'Ouest veut se gouverner, le débat n'est pas d'attaquer les écarts, les machins. Le débat est chez nous. Quelle est la qualité de la gouvernance locale? Quelle est la qualité des hommes qu'on met pour diriger nos villes? Quels sont les projets qu'ils ont sur la table? Comment est-ce qu'ils font pour se connecter avec la diaspora? Pas ce que Ketia Cortés a fait à Banganté. Où elle arrive, elle a bien commencé. Moi, j'ai travaillé avec Ketia Cortés, j'ai son contact. On lui disait, oui, voilà, fait comme ça. Les Jules Kemadjou fait comme ça. Elle a travaillé bien. Après, maintenant, quand on dit, oh, la diaspora Bamileke dérange, elle croit maintenant, elle déplace maintenant. Elle n'est plus maire, elle est maintenant celle qui intimide les élites Banganté, à Douala, Yaoundé, et puis elle veut aller dans la diaspora commencer à intimider les gens. Elle est sortie de son rôle. Ça ne peut plus marcher. On doit avoir les maires qui mobilisent les ressources, ce qu'on appelle les avantages comparatifs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mettez-vous ensemble dans la diaspora. On voit ça ici.
Ici, quand vous écoutez les informations, on dit, ah, le maire est en voyage à Singapour. Oh, le maire américain, le gouverneur est en voyage à Singapour, le gouverneur américain. Il est en voyage pour aller trouver les débouchés pour le soja américain. Il est en voyage pour amener les industriels chinois qui vont reprendre une usine qui fabriquait des trucs pour envoyer en Chine. Ils vont travailler en joint venture, etc., etc. Nous, on n'a pas ça. Donc, il faut qu'on y arrive. Voilà. Julio Gillot dit, et aussi dans le développement des systèmes d'énergie renouvelable. On a déjà parlé de ça. La production d'énergie avec des incinérateurs, on a parlé de ça. La production d'énergie électrique à partir des incinérateurs, on a parlé de ça. Axe Gazo Espoir dit, la diaspora doit pouvoir réveiller les populations locales afin de revendiquer le développement de leur commune. C'est terrible. Moi, je n'utiliserai pas le mot revendiquer. Moi, je pense que le dialogue, hein, quand les gens s'asseyent, ils se parlent, c'est plus constructif que revendiquer. Il n'y a rien à revendiquer. Il y a simplement à changer la gouvernance locale. Je comprends aussi que les maires chez nous, ils sont dans un système où tu as l'administration territoriale qui est là, qui est plus apte à te détruire, à te casser, qu'à t'aider à faire des choses. C'est pas facile pour eux. Mais enfin, ils doivent pouvoir venir auprès, pas de la diaspora, il doit pouvoir mobiliser les ressources qu'il faut pour faire l'industrie. Les hommes, les capitaux, le savoir-faire, la recherche, les dotations, la création, ils doivent s'impliquer dans la création. Un maire chez nous doit savoir que s'il est maire à Bouddha, il doit être capable de se mobiliser pour que la ville de Bouddha ait une microfinance qui s'engage dans les bamboutos, par exemple, auprès des populations en disant, nous allons créer une microfinance qui ne sort pas des bamboutos, qui fait travailler l'argent seulement dans les bamboutos, qui donne le crédit seulement dans les bamboutos. Nous allons créer une microfinance qui ne sort pas de la main noire. Elle va travailler seulement dans la main noire. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Nous allons créer une microfinance qui ne sort pas du ndé. Ça va travailler seulement dans le ndé. Nous allons créer une microfinance qui ne sort pas du noun. Ça va travailler seulement dans le noun. L'argent tourne seulement dans le noun. C'est-à-dire que si c'est dans les bamboutos là, la microfinance là, va implanter une agence, ou même 2 agences à Mouda. Ça peut implanter une au marché, ça peut implanter une à la gare routière, ça peut implanter une à l'entrée en venant de Bafoussam, ça peut implanter une à la sortie en venant. Ça peut implanter une à Babajou, ça peut implanter une à Bamesenge, ça peut implanter une à Ngalim, ça peut implanter une à Bamonkumbu, ça peut implanter une à Bacham, ça peut implanter une à Bangam, ça peut implanter une à Bamogong, ça peut implanter une à Bamesenge. Vous voyez qu'il y a déjà 8 agences là. Donc ils peuvent implanter 8 agences. Et au fur et à mesure que le business grandit, ils augmentent. Et quand les gens viennent, on leur dit, voilà, qu'est-ce que vous avez comme projet? Je vais élever des poulets, etc. Je vais faire des choses. Pas que la microfinance vienne s'implanter en Bouddha, collecter l'épargne des pauvres paysans pour aller financer l'impôt espoir à Douala. Ça n'a pas de sens. Pour aller financer la construction d'un hôtel à Douala, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Du coup, on prend l'argent des épargnants locaux et il n'y a pas d'argent qui est irrigué dans l'économie locale. Du coup, vous avez la région de l'Ouest qui est toujours pauvre. Or, il est temps qu'on commence à mettre un système où l'argent reste dans la région. Et là, en ce moment, on encourage les enfants de l'Ouest. On dit, voilà, vous voyez, ils gèrent bien quand ils font leur rapport annuel d'activité. Nous gérons bien, nous avons très peu de prêts compromis, nous finançons les petits gens qui remboursent. On a vu comment Afriland Bank a fait ça avec les MCA. Ça a très bien marché. Et à partir de ce moment, on dit, bon, voilà, la diaspora, est-ce que vous êtes capable de mettre un apport de 1-2 milliards de francs pour qu'on va utiliser comme ligne de crédit peut-être pour financer l'élevage. Et on finance l'élevage des porcs, etc., etc., etc. On va financer pour donner l'acquisition aux gens d'acheter les petites machines pour commencer à fabriquer, à transformer le vin de palme ou bien à embouteiller le miel. Des choses comme ça. C'est comme ça que ça marche l'économie. L'économie est d'abord locale. Et c'est la consolidation de la chaîne de valeur locale qui fait l'économie nationale. C'est comme ça qu'on calcule le PIB. Or, chez nous, je ne sais pas qui nous a dit qu'on commence du haut vers le bas. Ça part du bas vers le haut. Julio dit, oui, c'est vraiment terrible, il y a beaucoup à faire. Oui, il y a beaucoup à faire. Oh, bon, j'ai dit que je ne veux pas citer les choses qui attaquent les gens. Arzago Espoir dit, il y a beaucoup de gens qui ont des projets, mais du moment où il faut un OK du politique pour lancer le dit projet, tout se bloque. Il faut une révolution populaire locale. Bon, on peut dire ça comme ça. Mais quand tu dis il faut
le projet de politique. À quel niveau, je ne sais pas moi. Je prends un exemple concret. Je prends un exemple concret. Je ne sais pas moi, je veux fabriquer des cahiers. Non, disons pas les cahiers, parce que, comme j'ai dit, il faut faire l'industrie assis sur les avantages compétitifs locaux. Disons un exemple concret. Je vais créer une usine de chaudronnerie, par exemple, à l'Ouest. Donc, j'ai besoin d'importer le fer, ou bien je veux créer une usine de fabrication. Bon, allons-y simple. Je vais créer une usine de fabrication des parpaings de sein, des parpaings de vin, des parpaings de 10 et autres trucs à partir de la terre rouge de l'Ouest pour pouvoir la construction. Ça veut dire que à partir du moment où vous voulez vous construire, vous allez quelque part, vous achetez des briquettes en grande quantité, vous élevez rapidement votre maison, vous tournez si vous avez de l'argent. Il n'y a pas besoin de faire encore les parpaings qu'on vous vole, etc., etc. C'est une technologie qui est bien maîtrisée par la Mipromalo, par exemple. C'est-à-dire que la Mipromalo fait de la recherche. Bon. Si maintenant un maire, comme dans la commune de Tchang, dit, bon, vraiment, nous ici à Tchang, on a beaucoup la terre rouge, on a beaucoup de collines, on va pouvoir dépioter ces collines-là pour pouvoir lancer une zone où on fabrique ces choses-là et vous pouvez venir acheter en gros des briques en terre cuite et aller directement faire votre maison. Bon. Expliquez-moi à quel niveau le maire va bloquer. Ce qui va bloquer le démarrage du projet, c'est qu'il n'y a pas un terrain aménagé, où on a le terrain, où on a les parcelles délimitées, où on a l'eau, où on a peut-être une centrale éolienne qui peut fournir de l'électricité pour faire tourner les fours, où on a l'accès bitumé, etc. C'est ça qu'il n'y a pas. C'est ça qu'il n'y a pas. À partir du moment où il y a ça, le gars, il achète la terre rouge, il transforme les trucs là, il fixe le prix et il a les camions qui viennent prendre pour aller livrer un peu partout à l'ouest. Ce que je vous dis là, je peux vous reproduire le même exemple, par exemple, pour la plasturgie. Quelqu'un qui dit, bon, je vais acheter les granulés plastiques pour fabriquer des pavés en plastique ou bien pour fabriquer des seaux, des bouteilles en plastique, des casiers, des billets en plastique à l'ouest. En quoi, où le politique intervient? La difficulté qu'il a, c'est d'acquérir la machine, d'avoir un terrain, d'avoir des entrepôts, d'avoir les... Et ça, je dis encore que c'est la gouvernance locale. Même le financement, ça doit être local. Poser la question à un maire dans la commune de l'Ouest, est-ce que tu connais le nombre de guichets de banque ou de microfinance qu'il y a dans ta commune? Il ne va pas te donner la réponse. Ils sont plutôt focalisés dans autre chose. Ce n'est pas une attaque. Ça veut dire que c'est la gouvernance locale qui doit permettre de nous industrialiser. Je martèle encore bien. Parce qu'il y a les gens qui viennent se faire élire maire au village pour fuir voir à Douala. Mais ce n'est pas ça. C'est la gouvernance locale qui permet qu'on se développe. Tant qu'il n'y a pas la gouvernance, la qualité de la gouvernance locale, ce n'est pas bon. Si vous faites ce que l'Intonné ont fait à Douala, là, ils ont passé le temps à mettre les concessionnaires de marché qui volaient avec lui et puis lui permettre d'acheter de s'enrichir et tout. Ça ne va pas marcher. Mais si vous arrivez à avoir un vrai projet pour développer votre collectivité locale, ça va marcher. Je vous ai dit le type d'industrie. On peut faire des méga factories. Et je vous ai dit, quand on va arriver dans la partie financement, je vais vous expliquer comment on fait un fonds d'investissement. Dans tous les États aux États-Unis, il n'y a même pas seulement un. Il y a 4, 5, 10, 20 fonds d'investissement tenus par le gouverneur, avec l'argent là, les retraites des travailleurs, les apports des fonds de pension, etc. Plein, ils ont plein d'argent. Quand tu arrives avec un projet, c'est eux qui te donnent l'argent parce que quand tu démarres, tu génères les impôts maintenant et eux récupèrent les impôts pour financer leur endettement. Ils gardent la capacité d'élever l'impôt. C'est la gouvernance locale. Il faut des fonds. Ils mettent des microfinances. La microfinance ne traverse pas la ville. Sinon, le gouverneur, le maire te casse pour que tu t'en ailles. Parce que quand lui, tu traverses la ville, il te dit non, tu es en train de prendre l'argent dans sa ville pour aller faire les affaires ailleurs. Il faut que ça reste dans la ville. Les microfinances, ici, ça tourne dans la ville. Et il y a ce qu'on appelle les state banks. C'est les banques qui tournent dans l'état local. Elles n'empruntent que dans l'état local. Si tu viens d'un état voisin, tu n'empruntes pas l'argent. On fait tout pour que l'argent tourne d'abord localement. Dans les villes, avec les microfinances, dans les États, avec les state banks, avec les banques machin. Il y a au pire des grandes microfinances dans les États. On crée des fonds d'investissement locaux, on crée des fonds d'investissement municipaux, on crée des banques municipales, etc., etc. Tant que vous n'avez pas ces infrastructures, vous ne pouvez pas faire l'industrie.
L'industrie de nos parents, là où on dit, oh, le décret du présidentiel a décidé comment construire l'usine, là, c'est des éléphants blancs. Regardez-les tous. Ça débouche sur des éléphants blancs. Il n'y a aucun projet là. Voilà. Comme dit Anissé Togué, très très vrai, gouvernance locale first. Exact. Donc, si vous voulez faire l'industrie à l'ouest, comprenez qu'il faut la gouvernance locale. C'est la gouvernance locale qui détermine les avantages compétitifs, comparatifs de chaque zone. Vous avez le vin de raffia versé à Babajou. Il n'y a pas le vin de raffia à Edea. Il n'y a pas le vin de raffia à Bolova. Il n'y a pas le vin de raffia à Maroua ou à Ngaoundéré. Le vin de raffia est versé à Babajou. Le jour où on décide de créer une industrie qui va fabriquer des liqueurs, qui va fabriquer des vins mousseux, qui va fabriquer des bouteilles de vin de raffia, etc., etc. Peut-être 4 produits, avec chaque produit 5 couleurs, ça fait 20, 3 emballages différents, ça fait 60 produits, et qu'on installe l'usine à Babajou, vous avez un avantage comparatif que les gens n'ont pas. À partir de là, les gens commencent à installer beaucoup de vignes dans les marécages et tout, et tout, et tout, et tout, pour produire du vin de raffia et commencer à livrer à l'usine. Ça marche comme ça. Vous appuyez sur l'avantage comparatif que vous avez, ce que vous avez que les autres n'ont pas. Et à partir de là, si votre vin vous revient même à 100 francs la bouteille, si vous décidez que c'est 10 fois le prix, 1000 francs, les gens vont seulement acheter. Parce qu'on va trouver ça où? Ça marche comme ça, même ici. Oh, tout ça, c'est la gouvernance locale. Le maire chez nous, c'est un popette. Ça veut dire que dès qu'il est élu là, il met son écharpe là, il frime, il grande, on l'arrête dans les auberges avec les femmes et tout, et tout, et tout. C'est même pas comme ça que ça marche. Juge Gilio, il faut qu'on lance le SOS pour que tu sois en contact avec le maire Sonkeng. Oui, j'aimerais interviewer le maire Sonkeng parce qu'il a fait de très bonnes choses à Chang. J'ai vraiment pris le temps de me renseigner. Il a fait de très bonnes choses à Chang. Il a transformé Chang. Chang est devenu une ville verte qui a commencé à produire, à dégager ses ordures ménagers, à produire du compost, à produire de l'engrais naturel. Il lui manquait seulement l'industrialisation pour faire l'humus et l'eau. Voilà des gens à qui on doit donner la parole parce que ils ont été au contact et ce qu'il va dire peut être intéressant. Ça a la valeur ajoutée. C'est pas ici là qu'on va donner la parole chez les Mandakani. Jules Guyot dit le microfinance, c'est le modèle fédéral Crédit Union. Exact. Malheureusement, chez nous, ça ne fonctionne pas bien. Voilà. Donc, je pense qu'on a couvert un peu quel est le modèle d'industrialisation pour la région de l'Ouest. Je résume un tout petit peu. J'ai dit que la région de l'Ouest a intérêt à faire des méga factories parce que à partir du moment où elle lance l'industrialisation crée des emplois directs et ça crée aussi des emplois indirects. Quand vous installez une usine, l'usine crée des emplois chez les sous-traitants, l'usine crée des emplois chez les transporteurs, l'usine crée des emplois chez les maintenanciers extérieurs, la sécurité, etc., etc., qui sont des gens extérieurs à l'entreprise. Donc, si vous créez 100 emplois dans l'entreprise, généralement, ça crée 50 emplois à l'extérieur. Et donc, ça veut dire que c'est du revenu qu'on donne aux gens en termes de salaire, en termes de primes, en termes d'avantages, en termes de bonus. Si vous n'avez pas des usines qui produisent des choses qui sont essentielles à la vie de ces gens, parce qu'on peut installer une usine à l'ouest qui produit les liqueurs, mais ce n'est pas tout le monde qui boit les liqueurs. Mais en revanche, c'est tout le monde qui a besoin d'avoir un toit, donc d'avoir du ciment, des tôles, etc., etc. Si vous n'avez pas des méga factories, 60% de l'argent que vous distribuez aux gens comme revenu va sortir de votre région pour aller à l'extérieur. Donc, il vous faut installer des méga factories pour que cet argent-là aille plutôt doper, donc créer un effet multiplicateur dans l'économie locale parce que l'usine qui s'implante chez vous aura déjà 50% de ses débouchés locaux et l'autre 50% il peut aller le chercher ailleurs. Ça marche comme ça. Deuxième chose, la raison pour laquelle vous installez des méga factories, et quand on va arriver dans la partie financement, je vais vous expliquer comment on finance ces méga factories-là. C'est pas sorcier, c'est parce que les gens ne connaissent pas. La raison pour laquelle on fait des méga factories, c'est parce que quand on fait des méga factories, l'argent que vous mettez dans les méga factories, en fait, permet de financer, comment on dit ça? Les méga factories, en fait, permettent que des industries en dessous émergent. Par exemple, si vous avez une industrie qui va faire fabriquer du sucre roux, ben, forcément, les gens vont venir acheter du sucre roux pour aller le cristalliser. Si vous avez une industrie qui est une fonderie, les gens peuvent venir acheter le fer là pour faire du fer à béton, des fils barbelés, des clous, etc., etc. Si vous avez une industrie de transformation d'aluminium, hein, on a la bauxite de Chang, Mini, Mata, Fongo, Tongo. Les gens vont venir acheter les rouleaux d'aluminium là-bas pour aller transformer et faire
les tôles barres, les tôles ondulées, etc., etc. Donc, il y a un ensemble d'investissements comme ça. Donc, il y a la nécessité d'avoir des méga factories. C'est pas mauvais. Parce que j'ai vu des gens dire, oh là là, ils parlent de méga factories, pourquoi là? Non, ça dépend ce qu'on met à l'intérieur. Les usines de tracteurs de Borova, ça se casse la gueule, c'est parce qu'il n'y a pas de projet. Et en plus, il n'y a pas de projet local. Est-ce qu'il y avait un projet de développer l'agriculture localement même? Non, si on a, boum, on a planté ça comme ça. La gouvernance locale permet aux maires d'identifier les avantages comparatifs. Et les avantages comparatifs, contrairement à la théorie de Ricardo, qui date, aujourd'hui, on les définit à partir de la plus petite unité administrative. Ça veut dire la commune. Chaque commune a son avantage comparatif. Je vous ai dit, quand vous mettez à Babajou, dans les Bamboutos, il y a le vin de palme, le vin de raffia, autant pour moi. Il y a la production des tomates, des haricots, des courgettes, etc., etc., etc. Donc, c'est ça l'avantage comparatif. Et c'est à partir de cet avantage comparatif que le maire fait venir des ingénieurs, des techniciens qui lui produisent un rapport en disant, voilà le type d'industrie que tu peux faire dans ta commune. Et il commence à développer cette industrie-là parce que, a priori, il part avec un avantage qu'il n'y a pas ailleurs. Si tu veux installer une unité industrielle à haut coût, c'est autour du miel de haut coût. Si tu veux installer une unité industrielle à Penja, c'est autour du poivre de Penja, c'est autour de la banane de Penja pour faire de l'alimentation pour bébé, par exemple. Je dis n'importe quoi. Donc, il part donc à l'ouest. Qu'est-ce qui va déterminer le tissu de PME? C'est d'abord que chaque commune étudie son avantage comparatif. Chaque département étudie son avantage comparatif. C'est pour ça qu'on doit donner le pouvoir aux élus, parce que vous voyez bien, dans ce que je vous dis là, le gouverneur, son souci, c'est, comme on a vu à Douala de sortir, mettre les motos, donner les motos pour je veux dire, les gars n'ont rien à voir avec le développement local. Un gouverneur au Cameroun, quand il est nommé, le jour il s'en... Regardez, moi je vais vous montrer des vidéos. Quand un gouverneur est élu en Chine, il arrive, il fait un mandat de 5 ans. En partant, il dit, j'ai conçu tel nombre de maisons, j'ai fait tel nombre de routes, j'ai amené tel nombre d'usines, j'ai fait tel nombre d'enfants sont rentrés dans les écoles, j'ai mis des bourses pour que les familles pauvres envoient les enfants à l'école. Le gouverneur camerounais, quand il est nommé là par décret présidentiel, le jour il s'en va, il vous dit quoi? Rien du tout. Il dit, je remercie le président de la République qui m'a nommé à d'autres fonctions. Si on l'a nommé, on l'a parachuté quelque part. Et il s'en va. Quel est son bilan? Rien. Donc, c'est la gouvernance locale qui détermine les avantages comparatifs au niveau local. Et quand cette gouvernance locale a les avantages comparatifs au niveau local maintenant, elle l'utilise maintenant pour pouvoir construire les infrastructures dans l'énergie, dans les zones industrielles, etc., etc. Elle l'utilise pour pouvoir favoriser l'installation des institutions privées qui permettent de financer l'industrie, les fonds d'investissement, private equity, fonds de garantie, Afactura, etc., banques commerciales, microfinance, etc. Elle les installe. Et à partir de là, maintenant, les gens commencent à mettre en place une économie locale productive. Ça marche comme ça. L'esquive, j'appelle ça l'esquive, qui consiste à dire, ah, on attend le ministre, on attend le président. Ça, c'est l'esquive. Ça, c'est la fuite en avant. C'est-à-dire qu'on prend nos responsabilités, on jette ça sur un pauvre type qui n'a rien à voir. Et lui-même, il sait qu'il n'a rien à voir, il ne peut rien faire, mais il ne peut pas le dire. Donc, c'est la gouvernance locale. Voilà. Par contre, Dia a dit bonsoir, monsieur Ndé. Je crois que c'est des industriels qu'il faut interpeller et non les politiciens, car les politiciens sont les frères des pasteurs. Mais les industriels, je l'ai dit encore, j'ai dit encore par comme Dia, l'industrialisation, c'est une combinaison de facteurs. Il faut mettre plusieurs facteurs ensemble. Quand tu n'as pas mis plusieurs facteurs ensemble, tu ne peux pas avoir ça. Tu peux avoir des... Qu'est-ce que tu appelles industriel? Disons, tu veux dire les entrepreneurs. Mais un entrepreneur, ce n'est pas suffisant. Parce que quand tu es un entrepreneur, tu dis, je vais faire une usine, il faut qu'il y ait un ingénieur qui te dise, bon, voilà, ton projet, c'est ça. Il faut qu'il y ait un financier qui te dessine l'architecture financière. Il faut qu'il y ait un architecte qui dessine l'architecture de ton usine. Il faut qu'il y ait un ingénieur qui dessine l'architecture des machines. Il faut qu'il y ait un financier qui dessine l'architecture financière. Il faut qu'il y ait un maire local qui te dit, bon, voilà, tu as déjà ceci à ta disposition, tu peux démarrer, etc., etc., etc. C'est à partir de là que tu peux faire l'industrie. Mais l'industrie, tu ne te lèves pas comme ça pour faire l'industrie. Non, ça ne marche pas comme ça.
Ça ne peut pas marcher comme ça. Voilà. Boris Igor dit, c'est ça le but, Bami Power, tranche radicale où nous sommes. Les Bamileke du monde doivent apprendre à sécuriser leur investissement et faire comme les Chinois qui ne plus créer de valeur ailleurs. Exploiter les sous-sols sans construire les infrastructures dans les zones. Non, c'est pas, moi, c'est pas, en tout cas, je sais pas qui parle là. Ou c'est Boris Igor. Moi, c'est pas ce que j'ai dit, hein. Donc, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai dit. Ma présentation n'a rien à voir avec les écrans. Rien du tout à voir. Je suis en train de dire que nous devons limiter l'exode rural qui consiste à aller en ville. Nous devons aussi pouvoir construire la région de l'Ouest de façon à ce qu'elle soit attractive pour les autres. Et je suis en train de donner les clés pour qu'on puisse y arriver. Donc, ça n'a rien à voir avec le challenge. Ça a tombé dans ces pièges-là, c'est noyer le débat dans des choses inutiles. Ah, Ndouene Yadja, c'est lui qui signale le live. D'accord, je vais m'occuper de lui. Very well said. Indeed, we need federalism more than ever. C'est Antoine Marie qui dit ça. Very well said. Indeed, we need federalism more than ever. It absolutely... attendez, donnez-moi un instant. Bon, là, on est tranquille maintenant. Il y avait quelqu'un qui nous mettait... OK. Antoine Marie dit, very well said. Indeed, we need federalism more than ever. It absolutely must. We must work to abolish the prefect, sub-prefect, non-voted governor, government delegate, since they are only used for corruption and criminal networking. They have no connection in the local territory. Exactly, Antoine Marie. I will speak in English. You know, that's very important, you know, but in our country, it's kind of tough to say it because when you say it, you have more enemy than ever. But we have to break our fear and be able to address that concern, you know. More than ever, as you said, we need to develop a local governance. We need to promote a local governance. It means that mayors, it means that governors, local governors have to replace DO, SDO, or prefect, whatever you want, or government delegate, because those government delegates, they are just appointed. No. I have nothing to the fact that they have been appointed. The fact is that they are unable to take any initiatives. You know, they have no vision, they have no project, they have no goal for the state, the local state or the city that they want to develop. So, with that said, you know, when a governor, non-elected governor is appointed, when he leaves the office, he's unable to say, this is what I did during the 6 years that I spent here. He's unable to say that because he wasn't there for that purpose. The purpose he was there is, okay, the vermin, you know, to give media to people, to say, okay, we thank the head of state, but that doesn't work. That doesn't move us forward. In the meantime, when you have mayors elected, when you have local governors elected, things are different because they come to the office with a project. And at the end of the term of their mandate, they have to prove that they have done something for the unit that they were so they can be re-elected. So it's challenging. So when you don't have to face those challenges, you are unable to do the real job. So that's what I'm saying. And it's the local governors who can order or who can bring experts to study the comparative advantage, which is different from the competitive advantage. To study the comparative advantage means that what we have, what we own, which is single to us, which other people doesn't have or at the same cost. And based on that comparative advantage,
you can decide which type of industry or industrialization you want to do locally. Yes. For example, if you are in the east region of the country, you have a lot of bushes. If you are in the southwest region of Cameroon, you have cocoa, you have water, you have, you have so many things that you can do, which is not the same compared to the West Cameroon. Like I said, you go in Babajou, in the region of West Cameroon, there's a lot of raffia palm wine. So if you want to build a factory, the factory, if it is a factory, will be built on that wine, local white wine. So that's why I'm saying that it's more important for us to highlight the fact that if we want to develop industry in our country, we have to develop the local governance and stop thinking that is the head of state who appointed this person, people, kind of stupid thing I don't want to go through. But you understood what I've said. And thank you for your remark and for your question. Ok. Jules Julio dit, on peut mener une... Ouais. Bonjour Stevie Sam, bonjour. Boris Igor dit, indeed, but it's gonna be useful if we use the Confederation state. I have nothing with the Confederation or the federalism. It's just a question of today, like I said, in industrialized and developed country, you have different level of decision. And a whole decision takes different steps. You go from the city, you go to the local local state or local region or local whatever you are, and then it goes to the central power. And then you have the communitary, like you have in Europe, Commission Européenne. When you don't have those institutions in our country, your level of decision doesn't match with what is done in industrialized country. So when your level of decision doesn't match with what is done in your industrialized country, you are unable to bring investor. That's why you see country like Nigeria, Ethiopia, Senegal brings more investor than a country like Cameroon or Gabon or Chad, because we haven't made the change required or needed in our political or local administrative institutions. That's a fact, just a fact. If you want, just compare, because a mayor in a country like Ethiopia will travel to India or to China to meet another mayor to discuss about how to bring industries which he need in his city, which match with what he's doing in a country in China. If it is a mayor of Marwa, there is a lot of cotton in Marwa. The mayor of Marwa will seek a city in China where there is a lot of factory in cotton, and he will travel there to kind of seek investor with the local mayor of that city to bring investor into the city. But when you will have a lot of cotton in Marwa, and then and then you are unable to match with the mayor, and then you have to go through the minister who go in China and say we want money for cooperation. Cooperation, what does it mean? It doesn't mean anything. That's what they call macro cooperation. We need regional and local cooperation, and to be able to bring those investors in our local, we have to update. And I'm very disappointed when I see our fathers and mothers fighting because they don't want changes, because the changes will remove them for their position. I'm very disappointed. Industrie verticale, oui, j'en ai parlé. Demain, après ce live, on pourra revoir la vidéo parce qu'il y a des parties que je n'ai pas suivies. Oui, les deux lives seront en replay sur JMTV+. Jackie Moifo, le compte YouTube, JMTV+, donc tu pourras regarder le live là-bas. Antoine Marie, Euro tes messages inbox, Auré de message. Boris Igor, on peut mener une révolution dans la région de l'Ouest sans la stigmatiser. Bon,
Oui, oui, oui. Dites des choses intéressantes. Je ne lirai pas les commentaires inutiles. Jules Julio dit ouais. Voilà. Mon live s'arrête là, ma présentation s'arrête là. Je remercie tous ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont participé en donnant leurs commentaires. J'annonce le thème de la prochaine présentation. On la fera la semaine prochaine. Attendez que je vous donne rapidement le thème. Hein. Je l'ai là. Attendez, je vous donne le thème. Voilà. Voilà, justement, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Le rôle de la gouvernance locale dans l'industrialisation de la région de l'Ouest. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vaut la peine qu'on revienne encore dessus, mais on va revenir dessus encore la prochaine fois. Et après, on parlera de le rôle de l'éducation dans le développement de la région de l'Ouest. Donc, on va revenir encore sur la gouvernance locale. On va aller encore bien dans les détails. On va prendre un exemple. Comment est-ce que la région de l'Ouest, au niveau régional, peut prendre la décision de créer un parc, une usine de production d'énergie avec du gaz ou bien avec un parc éolien. Et on va prendre un exemple comment une ville comme Bouda ou Bangante peut décider de construire une zone industrielle. On va expliquer à peu près les montages. Mon Zoom ne fonctionne pas très bien là, mais on fera ça la prochaine fois. On va expliquer, donc on va faire un peu les choses différemment. Et s'il y a des gens qui veulent participer, qui veulent intervenir dans la présentation, il faudrait qu'ils me laissent leur contact, qu'ils me signalent ça dans mon inbox Élisée Yontala et j'entrerai en contact avec eux. Je leur donnerai 10 minutes, pas plus, 10 minutes. S'ils sont un ou deux, je vous donne 10 minutes, donc vous préparez votre exposé. Je vous donne 10 minutes pour présenter votre exposé. Voilà, je vous appelle 10 ou je peux prendre 3 personnes, 10 minutes. Vous avez le temps d'exposer en rapport avec la gouvernance locale. Voilà, donc ça peut faire 30 minutes. Comme ça, on peut faire 2 lives de 2 heures qui vont faire 4 heures. Les Camerounais vont regarder. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine et je vous dis bye.